Salut à toutes et tous. Aujourd'hui, pour ce 18e épisode, on reçoit Maël Guyon, qui est chef de projet au WWF France. Il est responsable du programme Entre chiens et loups, un programme qui met à disposition des bénévoles pour les éleveurs, pour les aider à surveiller le troupeau la nuit, la journée, mais qui met aussi à disposition des bénévoles pour sensibiliser aux randonneurs, pour bien se comporter avec les patous, les chiens de protection. Vous verrez, on va parler de plein de choses. Salade verte, c'est en 3 parties, entrée, plat, dessert. En entrée, on revient sur le parcours de Maël. Dans le plat, on va parler du retour du loup en France. On va voir comment il est revenu à travers l'Italie, comment il est revenu un peu peupler la France petit à petit. On va parler du programme, parce que ça change aussi dans les conditions de travail pour les éleveurs. Mais aussi, on va parler d'un rôle très important, des chiens de protection, les fameux patous. On va redire comment il faut se comporter en randonnée avec ces patous, comment ils sont élevés, quel est leur rôle, est-ce qu'ils sont vraiment efficaces. On va parler de plein de choses. C'est un épisode très riche. Je vous en prie, écoutez-le jusqu'au bout. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes nombreux à ne pas être abonnés, ça me donne de la force. Je vous laisse pour cet épisode. Je vous dis ciao, c'est parti. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 18e épisode. Aujourd'hui, on reçoit Maël Guyon. Salut Maël. Salut Antoine. Comment ça va ? Eh ben écoute, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cet épisode de Salade verte. Alors, tu es responsable du programme Entre chiens et loups à la WWF. On va commencer direct, est-ce que tu peux nous présenter un peu le programme et toi, ce que c'est ton rôle là-dedans ? Ouais, tout à fait. Du coup, c'est un programme qui va sur sa 6e année. Donc, moi, j'ai été recruté il y a 6 ans pour le créer, justement, ce programme. Donc, je suis ce qu'on appelle chef de projet du programme Entre chiens et loups. L'idée du programme, c'est de venir travailler sur la cohabitation entre le loup d'un côté et le pastoralisme. Donc, pastoralisme, c'est le fait d'avoir des moutons en montagne qui vont manger l'herbe des alpages. Et forcément, quand on a des loups et des moutons au même endroit, c'est un peu compliqué. Donc l'idée, c'est de venir aider les éleveurs et les bergers qui travaillent là où il y a des loups, pour qu'ils aient moins d'attaques ou pas du tout d'attaques sur leur troupeau, donc qu'il n'y ait pas d'animaux mangés par les loups, que ça soit plus facile pour eux, moins stressant, et qu'en même temps, que les loups, ils puissent vivre, faire leur vie à côté, sans qu'on ait envie de les tuer, ou sans que les éleveurs ou les bergers ou les gens qui sont à côté aient envie de les tuer. Donc voilà, on fait beaucoup de travail là-dessus. Et on travaille aussi beaucoup sur les chiens de protection de troupeau, qui sont, on en parlera après, l'élément essentiel de la protection des troupeaux contre n'importe quel prédateur, hein. Le loup en France, mais ça peut être le guépard en Afrique du Sud, Ouais, un les peu ours, les ours, un peu n'importe où, le tigre, là où il y a des tigres. Et ça marche très, très bien, sauf que quand on a inventé les chiens de protection, il n'y avait pas de tourisme et il n'y avait pas de trailers, de parapentistes, donc voilà. Et maintenant, c'est une nouvelle problématique. Comment on met tout ça au même endroit, des loups, des moutons, des chiens, des randonneurs, des trailers, des parapentistes, des touristes. Voilà. Donc nous, notre boulot, c'est que tout le monde arrive à cohabiter plus ou moins bien au même endroit. Ouais. Et on va revenir un peu plus en détail sur le programme après dans le plat. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours avant de travailler pour la WWF ? Qu'est-ce que tu faisais ? Ouais. Voilà, est-ce que Alors, tu peux nous dire ? je suis corrigé sur un truc, il faut dire le WWF. Le WWF, Parce pardon. que sinon, les gens de la communication vont pas être contents. Non, du coup, mon parcours. Alors moi, je suis passionné en fait par le loup et les grands carnivores, mais c'est commencé vraiment par le loup depuis tout petit. Ok. Je crois que tout petit, en maternelle, j'ai dit à mes parents que je voulais vivre avec des loups. Ah ouais ? C'était ce que je voulais faire de ma vie. Ok. Donc je m'en rapproche pas si mal finalement, plutôt que les moutons et les chiens. Et c'est un truc que j'ai depuis tout petit et qui a fait que grandir. J'ai eu la chance de faire des colos dans le Vercors quand j'étais enfant grâce à mes parents. Ça s'appelle le Gîte des Écouges, l'association La Trace. Mettez-y vos enfants, c'est incroyable. Et c'est des colos en pleine nature, en immersion, où on t'emmène voir les traces d'animaux le soir, faire des affûts, et ça m'a fasciné. Et c'était pile poil au moment où le loup revenait dans le Vercors. Et notre directeur là-bas était un passionné du loup et il faisait que nous raconter des histoires. Lui, il était allé voir le loup au Canada et le loup allait peut-être revenir dans le Vercors ça m'a fasciné. Et dans le même temps, mon oncle était éleveur de moutons, Ok. dans le sud de la France et plutôt opposé au loup, de fait. Et donc j'ai grandi un peu avec cette dualité de être fasciné par un animal et en entendre mon oncle, pas être, très, très joyeux à l'idée que le loup revienne. Et voilà, et en grandissant, je me suis dit: «Bah, ouais, en fait, il faut que j'arrive à travailler sur ce sujet». Et voilà, de fil en aiguille, j'ai orienté mes études pour faire ça, j'ai orienté mes stages pour faire ça. OK. Et Tu as fait quoi comme étude du coup ? C'est quoi ? C'est alors j'ai une licence de géographie, d'aménagement du territoire OK. et après j'ai fait un master en écologie OK. et je suis parti faire des stages. J'ai fait un stage en Bulgarie où j'ai travaillé sur le loup. J'ai fait un stage en Grèce où je travaillais sur l'ours brun. C'est intéressant, hein ? Ouais, Trop bien. c'est super chouette de OK. voir d'autres contextes, d'autres façons de faire. Et après j'ai travaillé un peu avec, l'ONCFS qui est devenu l'OFB, donc l'Office français de la biodiversité.
C'est Qui est un la peu connu en ce moment parce qu'il y a eu pas mal de Ouais, voilà, de que l'État backlash. essaye de vachement remettre en question malheureusement et donc en fait, c'est la police de l'environnement. Ils font pas que ça, mais la police de l'environnement, c'est l'OFB. Mmh. Et ils sont notamment chargés, sur le loup de faire d'organiser le suivi du loup et ils vont faire ce qu'on appelle des constats de dommages. C'est-à-dire quand il y a des animaux retrouvés morts en montagne, des moutons, des animaux domestiques, hein, du bétail et qu'on soupçonne que ça soit le loup, soit l'ours, soit le lynx Mmh. qui ait pu tuer ces animaux, on envoie quelqu'un faire un constat et Mmh. donc c'est ce que je faisais Mmh. et si le cas échéant, c'est un loup, un ours ou un lynx, l'éleveur peut être dédommagé, OK. pour compenser la perte. Et donc tu as fait ça combien de temps à l'OSB? J'ai fait 2 2 saisons, saisons? j'ai fait une saison dans les Pyrénées, donc c'était plutôt les ours OK, ouais. et une saison en Haute-Savoie, plutôt les loups Mmh mh. et entre-temps, je travaillais aussi un peu, pour le réseau Loup Lynx, donc ce qui est cet, réseau bénévole encadré par l'OFB pour faire le suivi des populations de loups en France. OK, et donc comment c'est le enfin le WW C'est ça, le qui WWF. t'a recruté? Ouais, tout à fait. En fait, ouais, j'ai C'est répondu à une toi offre, qui a postulé, ouais, j'ai ouais. postulé à une offre. J'ai postulé plusieurs fois parce qu'elle a elle a Mmh. resté un peu, Mmh. et j'ai postulé, ouais, en 2019 et j'ai été pris, juste après le covid, en fait. Ça a été pile poil le covid qui arrivait Mmh. dedans, Mmh. j'ai pas eu de réponse que mon futur, manager a eu le covid, donc il avait plus enfin bref, ça a été tout un Mmh. pataquès. Mais j'ai commencé en septembre 2020 au WWF et en fait, ce programme, il est né grâce à un monsieur qui s'appelle Philippe Poncin, qui a créé sa fondation depuis qui s'appelle, et la fondation App Sauvage, pardon, ça y est, OK. j'avais un trou de mémoire. Et en fait, lui, il est venu trouver le WWF, je crois, dès 2017, quelque chose comme ça. C'était un monsieur qui avait de l'argent, un Mmh. grenoblois qui avait une industrie qui marchait bien, OK. mais passionné de nature, mais un monsieur vraiment, vraiment génial et je le remercie énormément parce que tout a été créé grâce à lui et il est venu trouver mon manager en lui disant: «Bah, moi, je suis grenoblois, je connais bien la problématique. Je suis passionné par les loups, je sais que c'est compliqué pour les éleveurs, j'ai de l'argent, j'ai pas envie de mourir riche, donc j'ai envie que mon argent, ça serve. OK. Est-ce que vous pouvez travailler sur ce Ah, sujet?» donc à l'origine, c'est pas du tout le WWF Bon, on qui est à l'origine, travaillait alors le enfin WWF travaillait déjà sur les grands carnivores, et mmh, notamment sur le loup, mais plutôt en faisant du plaidoyer, ce qu'on appelle. ouais, Donc on essayait d'influencer les décisions, à différents échelons, hein, national, européen ou régionaux. On n'avait pas de programme action de terrain et puis voilà, là, il y a eu l'opportunité, en fait et le financement pour lancer ce projet. On est parti d'une feuille blanche OK. et après on s'est inspiré, d'autres, initiatives, notamment de Pastoral Loup, qui est un programme mené par Ferrus depuis, je pense quasiment 25 ans maintenant dans l'Alpe du Sud. C'est un peu eux qui ont inventé cette idée de mettre des bénévoles, pour aider les éleveurs et les bergers, OK, ouais, et donc voilà, nous, c'est aussi ce qu'on fait. On forme et on envoie des bénévoles aider les ouais, éleveurs et les bergers. et peut-être pour, plus globalement, qu'est-ce que ça veut dire le WWF? Parce qu'on Alors sait ouais, pas, on connaît le logo, mais on sait pas vraiment ce que ça veut exactement. dire. Alors, c'est la traduction anglaise enfin, c'est le raccourci de World Wide Fund for Nature. Mmh. Donc c'est en français, le WWF s'appelle en fait le Fonds mondial pour la nature France et WWF, c'est les sigles connus. Donc voilà, l'idée, c'est une fondation de droit suisse, donc c'est pas tout à fait une association, c'est pour ça qu'on parle souvent d'ONG, c'est plus simple OK. et l'idée à la base, c'était voilà d'avoir un fonds pour financer des projets, en environnement et aujourd'hui, on doit être quasiment 140, salariés au WWF France. Mmh. Donc il y a un réseau mondial, une fédération WWF et nous on est rattachés à ce réseau, international mais on est une entité autonome et on travaille sur plein de projets. On fait beaucoup de plaidoyer, Mmh. donc justement de l'influence sur, Sur que les ce soit sur de politiques? l'agriculture ouais, voilà, sur les politiques, Ouais. politiques, locales ou nationales Mmh. ou européennes. Mmh. On est présent aussi quand il y a des COP, on a des salariés qui vont là-bas ou pour parler à des députés, des ministres, le but c'est de pouvoir, porter nos sujets, que ça soit, sur le changement climatique, sur la transition, écologique, sur l'agriculture, sur les grands carnivores, sur la préservation de l'eau douce. Non, parce que souvent on cantonne un peu le WWF aux questions, de la biodiversité ou Ouais, bah, de la non, non, forêt. ouais, c'est vraiment plus large que Ouais. ça. On va alors forcément, on peut pas travailler sur tous les sujets, mais on Mmh. travaille sur quand même beaucoup. Après, on a des spécialités, mais on a des équipes qui travaillent sur, plein de sujets différents. Donc on a ce côté plaidoyer, on a le côté programme, donc avec vraiment on a des programmes pour protéger les forêts, on a des programmes pour protéger, pour étudier la biodiversité marine, les herbiers de Posidonie ou, voilà, on a sur les cétacés, on a Mmh. plein de programmes différents et
et notamment sur les grands carnivores comme entre chien et loup. Bah, on va faire la transition directement. Là, c'était un petit peu l'entrée où tu présentais ton parcours. On va passer au plat. Le premier sujet que je voulais aborder avec toi dans le plat, c'était du coup le retour du loup. Est-ce que tu peux nous dire, contrairement à l'ours a été réintroduit dans les Pyrénées, lui, le loup, il est revenu naturellement dans les Alpes, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, alors sur l'ours, c'est plutôt ce qu'on appelle un renforcement de population. Ok. Quand, Ah, il alors, existe. Ok. en fait, voilà, il y a des mots en écologie qui sont assez proches. Renforcer une population, c'est remettre des individus alors que la population n'a pas disparu. Ok. L'ours, il en restait. Il restait je- un ours quand on a remis les premiers ours slovènes qui viennent de Slovénie dans les Pyrénées. Il n'avait pas tout à fait disparu. Ok. Le fait est que la dernière ours, elle s'est fait tuer juste après ce renforcement de population. Et du coup, logiquement, quand on remet des ours, on fait du renforcement, c'est-à-dire que l'espèce a jamais disparu. Mais oui, on a été obligé parce que l'ours et le loup n'ont pas du tout la même dynamique écologique. Le loup a cette capacité, si on le laisse tranquille, à pouvoir facilement reconquérir ses territoires. C'est des animaux extrêmement adaptables. C'est ce qu'on appelle une espèce plastique. Elle s'adapte énormément à son environnement, à ses conditions, que ce soit son régime alimentaire ou son biotope, là où elle vit. Ça, c'est une très forte capacité d'adaptation. Et du coup, dans les années 70, on a eu des lois de protection au niveau mondial et au niveau européen, notamment la directive Habitat Faune Flore, qui se décline après dans les droits nationaux des différents pays européens. Et du coup, le loup était une espèce protégée. Mhm. Et du coup, elle a commencé à pouvoir reconquérir tous les territoires où elle vivait avant. On avait quasiment éradiqué le loup, mais pas tout à fait. En France, il n'y avait plus de loup depuis les années 30, depuis l'entre-deux-guerres. Mhm. Il en restait en Italie, il en restait en Espagne, et du coup, les nôtres, c'est-à-dire les loups qu'on a en France en ce moment, ils sont revenus depuis l'Italie par la chaîne des Apennins, et ils sont arrivés dans les années 90 dans le parc national du Mercantour. Alors la date officielle, c'est 1992 qui est retenue. Ok. Probablement qu'ils sont arrivés quelques mois avant. Et puis après, en fait, ils ont commencé à remonter les Alpes françaises par le nord. Ouais, donc on peut en Et voir dans le Jura, ouais, alors maintenant, peu c'est partout. présent quasiment dans tout l'arc alpin. Mm. Et ils commencent à sortir de cet arc alpin. On en a un peu dans le Massif central, on en a dans les Pyrénées. Il faut distinguer des populations établies qui vivent en meute et qui se reproduisent, aux individus qui se baladent tout seuls. On appelle ça des individus erratiques ou des loups qui dispersent. Mhm. Ça, potentiellement, on peut retrouver un loup qui se balade un peu n'importe où en France. Ah oui, oui, On en a en Bretagne, dans le Nord, c'est vrai que c'est en fou ça quand même. Île-de-France. Ouais, c'est notamment grâce à ça qu'ils arrivent à recoloniser des territoires facilement. Ok. Mhm. Cette grande capacité de dispersion et des animaux qui peuvent faire plusieurs milliers de kilomètres, traverser l'Europe. Ça veut pas dire qu'ils vont s'installer là où ils sont, mais ils peuvent passer. Mais comment ils font s'il est tout seul pour se reproduire? Enfin, il faut que quelqu'un les rejoigne. Voilà, donc il y a un moment donné, on sait pas trop comment, quand, pourquoi, ils retrouvent un loup du sexe Ok. opposé et ils se mettent à un endroit où ça leur plaît bien et Ok. ils peuvent se reproduire. Ça, c'est fou. Et Voilà. combien en France, il y en a combien à peu près? On a une estimation peut-être? Ouais, tout à fait. Là, la dernière estimation donc faite par l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Alors, je précise que c'est pas un comptage, hein. On va pas compter les loups. On fait une estimation grâce à l'ADN qu'on recueille, donc que ce soit via les crottes, l'urine, le sang ou des animaux morts. Et avec tout ça, on fait des statistiques et des modèles statistiques. C'est une chose qu'on maîtrise très bien en écologie. Et on a à peu près estimé une population de 1000, je crois que c'est 1082 loups. Alors, il n'y a pas 1082 loups. Le modèle statistique dit 1082 loups, Ouais, ok. plus ou moins 100 loups. Donc, on a une fourchette de 980 à 1200 loups, on va dire, en France. Elle est assez stable depuis 3-4 ans, cette estimation. Mhm. Avant, elle augmentait, mais on va expliquer après. On tire quand même légalement pas mal de loups en France, malgré qu'ils soient une espèce protégée. Ce qui fait qu'en ce moment, sa dynamique de population stagne. Ok. On va revenir un petit peu là-dessus peut-être après. Mais peut-être aussi pour redire, le loup qu'on a en France, ça n'a rien à voir avec les loups qu'on peut retrouver par exemple en Amérique du Nord qui sont plus gros. Enfin, le loup qu'on a en France, pour le coup, j'ai vu des photos, des vidéos, c'est plutôt chétif en fait. Ouais. C'est pas des gros espèces. Alors, il y a une seule espèce de loup dans le monde entier, Ok. donc qu'on appelle Canis lupus. Mhm. Et d'ailleurs, le chien est un loup techniquement. Dans le chien, donc c'est Canis lupus familiaris, donc c'est un loup qui a été domestiqué. Mhm. Mais si on parle vraiment en termes de taxonomie animale, le chien est un loup. Et nous, par contre, il y a différentes sous-espèces de loups. Donc la sous-espèce américaine, en effet, est plus grosse que la sous-espèce qu'on a en Europe. Globalement, il y a un peu une loi empirique qui fait que dans l'hémisphère nord, plus on est au nord, plus les animaux sont gros. Ok. Par exemple, des élans ou des rennes vont être plus gros que des cerfs qu'on trouve nous. Mhm. Et donc le loup qu'on trouve en Arctique, il va être plus gros que le loup qu'on trouve en France, il va être plus gros que le loup qu'on trouve en Israël. Mhm. Voilà.
Et il y a des Ouais. loups en Israël. Ouais, le loup est présent, sur, l'ensemble de l'hémisphère nord. Ouais. Normalement, là, après on l'a éradiqué de plein d'endroits, mais, à la base, il est présent sur l'ensemble de l'hémisphère OK. nord, des déserts de glace aux déserts, de sable. Et donc nous, en France, on a la sous-espèce qui s'appelle, Canis lupus italicus, principalement. Donc c'est donc il y a sous-espèces et après il y a les lignées, on va dire. OK. Quand on arrive pas à distinguer suffisamment, de différences génétiques entre, 2 populations de loups, on peut inventer ce qu'on appelle des lignées. Mmh. Tout simplement, vous prenez une sous-espèce de loup. Donc avant, en Europe, on avait le loup gris, Canis lupus, et puis on l'a, à peu près tiré partout, donc il est resté que des poches où il a survécu. En Italie, en Espagne, en Pologne, suffisamment longtemps, pour que génétiquement elle s'isole un petit peu. Donc les loups italiens sont un petit peu différents des loups espagnols parce que pendant 80 ans, il y a pas eu de brassage génétique entre les 2. Mmh. Pas suffisamment longtemps pour qu'on dise vraiment c'est une sous-espèce Mmh. différente. Encore moins longtemps, si c'était des millénaires, on aurait dit c'est une espèce différente. Là, c'est juste un peu différent, on peut le voir génétiquement et il y a quelques différences, au niveau phénotype, donc au niveau, visuel. C'est très léger et donc nous, les loups italiens, c'est ceux qui sont revenus en France et on commence à avoir une autre lignée de loups, qu'on appelle la lignée, germano-polonaise ou germanique, ou les loups, germano-polonais ou polonais, ça dépend un peu qui dit, qui sont en train de revenir par l'est de la France. OK. Et donc notamment, normalement, on devrait avoir, bientôt un croisement et en fait, si on laisse tout refaire, bah, on va retrouver un peu cette lignée qui était le loup gris, Mmh. qui va se remettre partout en Europe. Et même au niveau du nombre d'individus, les meutes sont moins grosses. Par exemple, qu'en Amérique du Nord aussi, c'est des plus petites meutes, je sais pas comment ça se passe? Ouais, alors, c'est exactement ça. Hem, En fait, le nombre de loups donc une meute, c'est une famille, Mmh. hein, et il faut le rappeler, donc c'est, globalement un mâle et une femelle qui se reproduisent et qui vont avoir une, 2, 3 générations de louveteaux avec eux et voilà. Et la taille de cette famille, elle va dépendre de la taille de la plus grosse proie qu'ils peuvent manger, en fait. C'est assez logique quand on y pense. Vivre en meute, l'avantage, c'est qu'on est plus nombreux pour chasser. Ah bah oui. Donc on peut chasser des plus grosses proies. Typiquement en Amérique, ils peuvent chasser des bisons. C'est Ah des bah, animaux énormes ouais. et forcément, quand on tue un bison qui doit faire une tonne ou 900 kilogrammes, et ben, on peut manger à 20 dessus. En France, on n'a pas de bison. Le plus gros animal qu'ils peuvent chasser, c'est le cerf et on mange pas à 20 loups sur un cerf. Mmh. Donc en fait, c'est très simple, vous prenez 20 loups, vous les mettez ensemble, vous tuez un cerf, bah, ceux qui arrivent pas à manger, au bout d'un moment, ils vont partir. Mmh. Voilà, donc un des principaux moteurs de limitation de la taille des meutes en France, c'est la disponibilité alimentaire. Mmh. Le deuxième sujet, c'est la possibilité de se reproduire. Vu que normalement, il y a un seul couple qui se reproduit, des louveteaux qui vont avoir généralement à partir de 2 ans, s'ils veulent se reproduire, bah, soit ils attendent ou ils attendent qu'un des membres du couple reproducteur qui meure, qui vieillisse ou qui prenne sa place, ou alors ils partent pour essayer de fonder une autre meute. OK. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur leur comportement envers les humains? Je sais qu'il y a un peu des peurs, des fantasmes qui cristallisent un peu autour du loup. Ouais, Il y a eu des légendes, le loup de Gévaudan, enfin le loup-garou, enfin plein de choses qui ont dans l'imaginaire général des gens, le loup ça fait peur. ouais, tout à Mais fait. au final, on a très peu de chances d'être confronté au loup et je pense que les loups ont aussi très peur des humains, non? Ouais, tout à fait. Alors il y a beaucoup de choses, hein, à démystifier Ouais. là-dessus. Donc le loup, c'est un carnivore, c'est plutôt un gros carnivore, hein. On n'a pas beaucoup plus gros en Mmh. Europe. On a l'ours, mais qui est pas 100 carnivore, mais donc ouais, c'est un chien, c'est un gros chien. Bon, il y a des chiens qui sont plus gros que le loup. Donc c'est vrai que sur le papier, on pourrait se dire: «Pourquoi pas?» Pourquoi pas ce serait un danger, un prédateur de l'homme? Le fait est que, on n'a pas d'attaque de loup depuis qu'il est revenu en France. On n'a pas eu de morsure de loup, hem et c'est très, très rare. C'est pas impossible. Ouais. On reste sur des animaux avec, qui sont des prédateurs et on reste des animaux qui ont pas beaucoup de moyens pour se défendre dans la nature. On n'a pas de griffes, on court pas vite, on n'a pas un bon odorat, une bonne ouïe et malgré tout ça, on se fait pas manger. Mmh. En fait, c'est plutôt ce raisonnement qu'il faut réfléchir, c'est dire: «Pourquoi le loup ne mange pas plus d'hommes que ça?» Et ben, ce qu'on estime, c'est qu'en fait, ça fait des millénaires qu'on tue des loups. Mmh. On extermine cette population Mmh. et que, les loups les bon, après il y a 2 façons de voir les choses. Soit les loups les plus dangereux, on les a tués. Parce qu'un loup qui va tuer, qui va essayer de manger, Mmh. un humain ou qui est trop curieux, ou les loups Mmh. trop curieux, on les a soit capturés, c'est devenu des chiens, Mmh. soit on les a exterminés. Mmh. Donc il est resté soit les loups les plus peureux ou les loups les plus intelligents, on va dire, ceux qui sont plus éloignés de nous et qui essayent le moins possible de venir interagir avec nous. Mmh. Donc au final, comme quasiment la plupart des espèces, on a très peu de prédateurs réels, dans la nature et le loup, on peut pas du tout le considérer comme un prédateur de l'homme. Mmh. Il l'a été dans certaines conditions dans l'histoire, hein, faut pas nier qu'il y a eu de la prédation,
souvent, alors une grande partie de ça, c'était la rage, qui n'existe plus en Europe de l'Ouest. Un loup enragé, comme plein d'autres animaux, est très dangereux pour l'homme. Ça, c'est un fait, mais c'est une maladie, Et comme tous les animaux, de toute façon. comme tous les animaux. Forcément, c'est plus dangereux quand vous avez un loup enragé que quand un renard, parce que c'est plus gros. Et puis il y a eu des moments avec, des famines, des populations des populations de loups qui étaient assez grandes, mais avec peu d'ongulés sauvages, donc peu de proies. Notamment parce que, bah, il y avait soit des famines et donc les gens chassaient beaucoup pour aller chercher à manger, des périodes où il y avait beaucoup moins de couverts forestiers, donc beaucoup moins d'endroits refuges pour les proies, donc moins de proies aussi, donc plus difficile pour les loups de chasser des animaux Mmh. et du coup la seule nourriture, disponible, c'était les troupeaux. Mmh. En tout cas une grande partie de la nourriture disponible, c'était les troupeaux et les gens, bah, défendaient les troupeaux, chèrement parce que c'était leur seul moyen de subsister et souvent pour garder les troupeaux, on mettait les personnes les plus faibles, ceux qui pouvaient pas travailler aux champs. Donc, que ça soit des vieillards, des enfants et donc on se retrouvait avec des gens assez faibles, protégeant un peu la seule ressource alimentaire des loups et là, on se retrouve dans un cas où le loup peut, tuer un enfant pour aller, prendre ses moutons, mais on est vraiment dans un cas qui n'existe plus en France Oui, bah, du oui, tout. oui. Aujourd'hui, on a des grandes populations d'ongulés sauvages, on a beaucoup moins de loups et on a beaucoup plus d'animaux sauvages, de proies pour les loups. Beaucoup plus de forêts, donc beaucoup plus d'endroits refuges. Donc, on n'est plus du tout dans ce genre de rapport-là et ouais, voilà, ça fait plus de 20 ans que le loup est revenu et on n'a eu aucune attaque sur l'homme, aucun problème là-dessus. Et comment ils interagissent, on va dire, envers les troupeaux et vers les champs de protection? Et ben, ça va dépendre en fait, ça va dépendre un peu des cas et de chaque loup. On dit souvent, les loups, enfin on dit souvent: Oui. «Le loup attaque», bah, c'est comme nous, chaque loup, est différent, chaque Ouais. loup a un caractère, a plus ou moins de courage ou de témérité Mmh. ou en tout cas, on peut mettre tous les adjectifs qu'on veut. Donc voilà, il y a des loups qui vont être très curieux, Mmh. ou plus téméraires et qui vont aller sauter des clôtures, défier des chiens. Et puis il y a des loups qui auront, même des fois au sein des mêmes meutes, beaucoup plus peur des chiens, beaucoup Mmh. plus peur des clôtures. Donc c'est très dur de généraliser là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est-à-dire que des fois, il y a des loups qui, juste par le fait qu'il y ait une clôture, ça les empêche, ils disent: «Ah bah, j'ai pas envie d'y aller». Voilà, exactement. En fait, il faut un peu, démystifier aussi Mmh. le loup. Mmh. Il faut pas le diaboliser et il faut Ouais. pas non plus Oui, l'idéaliser. exactement. C'est pas non C'est un plus. animal comme les autres, Mmh. qui est prédateur, donc Mmh. il fait son travail de prédateur. C'est un animal intelligent, social, mais il y a des loups qui sont moins intelligents que d'autres, qui ont plus peur, qui ont une mauvaise expérience. Peut-être des parents qui, eux, ont eu peur ou eu des traumatismes avec des clôtures électrifiées et qui ont du coup pas appris à leurs petits à sauter des Mmh. clôtures. Enfin, il y a plein de choses, Mmh. qu'on comprend mal, en fait et donc voilà, il y a des loups qui vont pas du tout s'intéresser à des troupeaux et puis il y a des loups parce que peut-être ils ont été élevés à un endroit où les troupeaux étaient faciles d'accès, où il y avait pas de protection, ou des loups qui sont plus téméraires et qui peuvent être, eux, très centrés sur la consommation d'animaux domestiques. Peut-être redire aussi son rôle, dans la biodiversité, le rôle de prédateur, en quoi est-ce qu'il est important pour la biodiversité? Ouais, tout à fait. Alors, déjà, moi, on me pose très souvent cette question et j'aime bien, remettre un peu en perspective la question, dire: «Est-ce qu'il faut que le loup ait un rôle écologique pour Mmh. qu'on le préserve?» Est-ce que nous, en tant qu'humains, on est censé se dire: «Tiens, celle-là, on décide qu'elle existe, celle-là, elle existe pas. Ah, est-ce que tu as un rôle écologique? Oui, non, tu as pas de rôle écologique? Bon, bah, tu disparais». Donc déjà, il y a un peu cette notion-là qu'il faut, je trouve ça intéressant de se questionner. Quelque part, toutes les espèces ont probablement un rôle, même celles, qu'on imagine le moins et le rôle du loup comme qu'on appelle un super prédateur. Alors, on le mot super, on dirait un super héros, Ouais, mais ouais, non, c'est juste que dans notre chaîne alimentaire en Europe, il est, le plus haut, le plus grand prédateur, hein, donc au sommet de cette chaîne alimentaire. Si on nous enlève nous, hein, bien sûr, parce que mmh. nous, on a cassé un peu les règles du jeu et donc il y a des animaux qui dans la nature ne peuvent être mangés que par des loups. Typiquement le cerf, il a pas d'autre prédateur que le loup. Mmh. Et donc forcément, si on enlève ces prédateurs-là, il peut y avoir, bah, une surpopulation de cerfs à des endroits. Donc il peut avoir par exemple comme conséquence, un abrutissement de la forêt. C'est une forêt qui a du mal à se régénérer parce Mmh. qu'il y a beaucoup de cerfs et qui vont venir, abrutir, manger les pousses d'arbres, qui repoussent. Typiquement les forestiers, généralement, sont contents que le loup revienne. Mmh. Et puis on suppose aussi que le loup a un rôle qui permette d'assainir les populations de proies. Le loup, c'est un animal qui va aller chasser ce qui est le plus simple pour lui, d'accord? Évidemment, ouais. Et c'est plus simple de manger un animal qui est vieux et malade Mmh. qu'un animal qui est jeune et vif. Mmh. Voilà, donc c'est pas qu'il choisit des animaux malades, Mmh. c'est que c'est plus simple à capturer.
Et du coup, en faisant ça, ça permet d'assainir un peu les populations parce que les animaux malades ont plus ou moins de chances d'être mangés, donc moins de chances de transmettre leur génétique. Ouais. Ouais. Ouais, c'est la théorie de l'évolution, quoi. Enfin, C'est un peu ça, ouais. les plus faibles disparaissent et Voilà, ouais, malheureusement, c'est un peu ça, mais c'est un peu les lois de la nature, quoi. c'est ça. Mais je voulais revenir un peu sur les comportements des loups. Donc il y a des loups qui peuvent sauter les clôtures, qui peuvent être, plus, comment dire? Plus téméraires, peut-être plus violents aussi dans le sens où, dès qu'ils vont voir un troupeau, ils vont peut-être avoir tendance à être un peu fous, à vouloir, tuer toutes les bêtes qu'il y a, pas forcément les manger, mais Ouais. juste tuer pour tuer. C'est vrai que c'est un comportement qui est un peu, on se dit, c'est pas forcément que pour se nourrir, en fait. Voilà, alors c'est un des gros sujets avec le loup, c'est que un matin, un éleveur, il peut se lever et voir, 20 ou 30 brebis, mortes ou Mmh. agonisantes, Ouais. et pas comprendre ce qui s'est passé. Et c'est sûr que là, il faut faire l'effort de se mettre à la place d'un éleveur. Ça peut être extrêmement choquant, Mmh. mais il faut aussi faire l'effort de pas réagir et de pas mettre un comportement humain là-dessus. Mmh mh. Il y a pas de méchanceté dans de cruauté ou d'envie de faire du mal de la part des animaux, hein. Tuer 20 brebis pour un loup sans les manger, techniquement, ça n'a pas de sens. C'est Ouais, une bah, perte oui. d'énergie pour lui, pour aucun gain, tuer pour tuer, il a pas le temps de manger, ça sert à rien. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Il y a quelque chose qui est cassé dans cette relation entre la prédateur et la proie. Ce qu'on imagine et le ce qu'on ouais, ce qu'on imagine le plus en tout cas et encore une fois, on n'est pas dans la tête d'un loup et Mmh. on peut pas comprendre tout ce qui se passe, hein, mais c'est l'interprétation. C'est que, la relation entre un prédateur et un proie, c'est régi par des stimuli, par différentes phases. C'est-à-dire que quand un prédateur voit une proie, la proie généralement elle s'enfuit en courant, ça stimule le prédateur à lui courir après. Il va essayer de l'attraper. Quand il l'attrape, il va essayer de la mettre à mort. En fait, donc ça, ce sont des chaînes d'action en fait. Mmh. Je cours, je rattrape, j'attrape, je mets à mort et quand un animal est mis à mort, normalement, il y a une période de calme. Mmh. L'animal ne bouge plus Mmh. et les autres animaux ont fui et Ouais. c'est ça qui va déclencher le fait que le prédateur va consommer, va manger l'animal. Sauf que quand vous avez des animaux domestiques et ben, cette chaîne, elle marche pas très bien. Mmh. Des moutons, on les a entraînés, on les a sélectionnés pour pas qu'ils aient peur. Donc ils ont pas OK. un comportement logique face à une attaque. Et au lieu de fuir, ils vont paniquer. Des fois même, ils sont restreints parce qu'il y a des filets. Alors les Mmh. filets, c'est bien pour empêcher les animaux de fuir, donc c'est plus facile à garder. Ça peut des fois empêcher les loups de rentrer. Mmh. Mais c'est ce qu'on dit, il faut pas leur laisser rentrer le loup dans la bergerie. Ah oui, oui, c'est ça. Parce que les animaux ont plus de moyens de fuir. Et au lieu de c'est assez bizarre, mais quand un animal attaque des animaux sauvages, celui qui est attaqué, il est mal barré, mais les Mmh. autres savent que c'est bon pour eux. Donc Mmh. ils fuient et une fois que le prédateur a tué sa proie, les autres ont plus de raison de fuir et ils se calment et ils Mmh. reprennent à manger de l'herbe, parce que c'est des herbivores, parce que fuir, c'est une dépense d'énergie Mmh. et c'est régi comme ça. Mmh. Sauf que les moutons, enfin les animaux domestiques ne réagissent pas comme ça. Ils vont plutôt paniquer, se mettre à courir dans tous les sens, s'affoler Mmh. et le loup va rester sur le fait de mettre à mort. Il va pas réussir à passer au stade de consommer Mmh. parce que tout va être agité, OK, ouais. et du coup, tant que ça bouge, il va vouloir agripper et agripper chaque animal qui bouge. Mmh. Donc des fois, il va même pas les mettre à mort, il va suffisamment les mordre à la gorge pour que ça les bloque en fait Mmh. et elles vont sûrement mourir de ça après. Donc ouais, c'est assez terrible pour un éleveur, Ouais. c'est assez terrible pour ces moutons-là. Mais il y a voilà, on a créé des animaux qui ont pas les réflexes des proies Ouais, naturelles ouais. et c'est exactement la même chose d'un renard dans un poulailler. OK, ouais, bah, Voilà, un renard OK. qui tue toutes les poules sans les manger, Mmh. bah, voilà et quelque part, il y a quelque chose qui dysfonctionne, en fait. Et justement pour, on va dire, neutraliser ces individus qui posent problème, il y a ce qu'on appelle le tir de prélèvement. Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est? Ouais, Et en quoi est-ce que c'est une bonne, mauvaise idée? alors il y a plusieurs, classifications de tir. Mmh. Donc tir de déf nous, ça part du tir de d'effarouchement au tir de prélèvement en passant Ouais. par le tir de défense. Ce qui est le plus utilisé, c'est le tir de défense. OK. Donc c'est dans la panoplie des moyens de protection mis à disposition des éleveurs. Mmh mh. Donc il y a ce qu'on appelle le trio universel, avoir un berger, un chien de protection et des parcs. Hem, Parc avec des clôtures, électriques, hein. voilà des parcs électrifiés. Mmh. Hem et un éleveur, s'il est attaqué, normalement, il doit être protégé. S'il est attaqué, il peut faire la demande d'avoir un tir, donc soit d'effarouchement, tirer en l'air, bon ça c'est relativement c'est une efficacité sur un très court terme, mais Mmh. le loup s'habitue vite, au fait qu'on tire en l'air et après il peut demander un tir de défense, donc c'est d'avoir quelqu'un qui va être posté aux abords du troupeau et si un loup s'approche du troupeau, il aura le droit de tirer, donc de le tuer. Ah donc, ah oui, d'accord, donc le tir de défense, c'est pour le tuer? Oui. Je pensais que c'était que le tir de Non, non, prélèvement, non, non et le tir de prélèvement, on en fait quasiment plus heureusement. Là, c'était clairement débattu. Ah OK. Voilà. Heu,
Donc ça, c'est Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on croise un loup, on le tue? c'est-à-dire que donc c'est des arrêtés préfectoraux, hein, c'est l'État Mmh. qui peut décréter ça, sur demande des éleveurs. Ça se fait quasiment automatiquement maintenant, hein. Faut savoir qu'on tire légalement jusqu'à 19 de la population en ce moment en France. Donc C'est ça, beaucoup quand même. Ça a augmenté, non? ça a augmenté et en ce moment même, les éleveurs essaient de faire passer ça à 21. OK. Donc d'augmenter encore de 2. Donc 19 de la population qui a près de 1000 loups, c'est en gros 200 loups. Donc c'est le Chaque année? maximum, Chaque année? c'est le plafond, c'est ce qu'on appelle le plafond qui peut être atteint de loups tués légalement. Il faut rajouter à ça les loups tués, illégalement, donc le braconnage, Mmh. plus bien sûr la mortalité naturelle. Mmh. Et donc oui, c'est des tirs, létaux, aujourd'hui et le tir de prélèvement s'est battu, donc c'est que sur une commune, le préfet a décrété ce tir de prélèvement. Ça s'est fait il y a quelques années, ça se fait vraiment moins maintenant et là, il y a une battue et si on trouve un loup, on tue, N'importe lequel, quoi. n'importe lequel et même le tir de défense, ça va être le premier loup qui va se pointer, en fait. Ah ouais, C'est très d'accord. dur de tirer un loup, donc en fait, on va tirer un peu celui qui vient. Que ça soit lui qui est attaqué ou pas, que ça soit lui qui et c'est un peu le gros problème, en plus du fait qu'on tire 19 d'une espèce protégée, ce qui est énorme, ce Ouais. qui fait que du coup la population stagne en ce moment Mmh. et ben, nous, on critique beaucoup le fait que et ben, en fait, on sait pas ce qu'on fait. Mmh. On n'a rien pour prouver que ça marche. Mmh mh. On le fait parce que c'est une très bonne soupape politique. Mais le fait est que, tirer un loup, si c'est pas un loup qui attaque, si c'est un loup qui avec un peu de chance, avec un peu de malchance, on va tirer un loup qui saute pas les clôtures, Mmh. qui passait par là, parce qu'il y a aussi plein de fois où les loups passent à côté des troupeaux sans attaquer. Mmh. Donc en fait, il y a pas du tout de technicité, de suivi scientifique de ça. Et ouais, nous on est assez critique là-dessus, parce que ça sert pas à grand chose et en fait, bah, tirer un loup, alors si vous avez qu'un loup, vous le tirez, il disparaît. Peut-être que pour cette saison, vous serez tranquille, mais l'année prochaine, il y aura un nouveau loup qui va revenir, donc vous repartez de zéro. Ouais, parce Tirer un loup d'une meute, bah, si vous avez 6 loups, il en restera toujours 5, ça les empêche pas forcément d'attaquer. Heu, avec, peu de malchance, vous avez tiré un loup qui lui attaquait pas, donc vous changez absolument rien au problème et avec encore plus de malchance, vous tirez un des membres reproducteurs et potentiellement ça peut ce qu'on appelle déstructurer une meute. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une meute qui est à 5 ou 6 ce qui leur permet de chasser des cerfs et des animaux plus gros, vous allez éparpiller la meute en plein d'animaux solitaires et des loups solitaires, bah, ils ont encore plus intérêt à chasser des animaux, domestiques parce que c'est plus facile en étant seul, alors que chasser un cerf quand on est un loup tout seul, c'est extrêmement bah, compliqué. ouais. Donc ça, c'est le risque et il y a une thèse qui a été commandée par l'OFB, justement pour essayer d'évaluer ces tirs. Alors, c'est très compliqué à faire, hein, mais ce que montre cette thèse, c'est que, bah, c'est dans un tiers des cas, il y a une efficacité sur les quelques jours d'après. Dans un tiers des cas, il se passe rien et dans un tiers des cas, ça augmente les attaques. Ah ouais, bah Voilà, donc en fait, bah, il et c'est cette étude, elle est sortie ou c'est, ouais, ouais, c'est une thèse qui a été publiée. Ils sont en train de continuer à faire de la recherche là-dessus, mais mmh. elle est disponible, hein. Bah, après, je pense pas qu'elle soit soutenue par forcément, le monde agricole, je sais pas. Après, bah, il doit sûrement, avoir des choses à redire, mais le fait est que c'est une thèse qui a été commandée par Mmh. l'État Mmh. et 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 c'est ce que ressentent, même certains éleveurs, hein. Nous, on travaille avec des éleveurs qui veulent surtout pas qu'il y ait des tirs sur la meute, qui est présente là où ils travaillent parce que c'est des meutes il y a des meutes qui attaquent très peu les troupeaux Mmh. et donc si vous enlevez cette meute-là, bah, vous savez pas quel loup va revenir Ouais, et bah, peut-être oui, que vous oui. aurez des loups plus intéressés par le bétail. Ouais, c'est ça. Bah, oui. Donc faut mieux laisser une meute vivre, être en Cohabiter, quoi, en fait, ouais. cohabiter et être en capacité de chasser de la faune sauvage. Par contre, oui, il faut investir dans la protection des troupeaux. Mmh. Bien sûr que s'il y a un troupeau qui est non protégé, qui a pas de berger ou qui a pas de chien de protection, Mmh. bah, c'est très tentant pour les loups et forcément qu'il peut y avoir des gros dégâts. Ouais, c'est Et là donc en fait, nous, c'est ce qu'on dit à l'État et c'est ce qu'on essaie de l'inciter à faire. Il faut mettre le paquet sur la protection, accompagner les éleveurs. mmh. Bien sûr que c'est compliqué pour les éleveurs, donc il faut vraiment bien les aider. Nous, c'est ce qu'on fait justement, Mmh. c'est venir aider les éleveurs à travailler, Et avant de passer sur, un peu plus en détail sur le programme, est-ce que le trio gagnant dont tu as parlé, donc le chien de protection, les clôtures et le berger, est-ce que ça montre son efficacité? Oui, ça montre, son efficacité. Alors, c'est les plus vieux procédés du monde, hein. C'est Mmh. depuis qu'on fait de l'agriculture, on a inventé ces moyens-là. Mmh. Le fait est que quand c'est bien utilisé, ça marche bien. Alors c'est pas, infaillible, Mmh. hein, c'est pas infaillible, mais ça marche vraiment bien. On arrive à réduire le nombre, d'attaques et on arrive quand il y a une attaque, à réduire le nombre d'animaux tués. Donc c'est les 2 choses, on veut moins d'attaques et s'il y a d'attaques, on veut moins d'animaux tués. Mmh. Donc ça marche bien. Encore faut-il que ce soit bien utilisé. Et il faut aussi qu'on laisse les éleveurs pouvoir faire ça. C'est-à-dire que quand Mmh. vous êtes dans une zone très touristique et qu'on vient vous embêter parce qu'il y a des chiens qui aboient ou parce que vous avez des chiens et du coup, des fois, vous rentrez vos chiens parce qu'il y a le maire qui vous met la pression ou le secteur du tourisme ou vos voisins,
et ben là, vous allez avoir peut-être une attaque parce que vous avez rentré vos chiens pour faire plaisir à d'autres gens. Mmh. Donc c'est en fait là-dessus, c'est des choix de société aussi. Comment on veut que les choses marchent et on a tous un peu un rôle à jouer là-dedans. Bien sûr, les éleveurs ont le plus gros rôle à jouer, hein. Eux, ils doivent un peu changer leur métier, Mmh. en tout cas le repenser. Mais nous tous qui sommes utilisateurs de la montagne en été ou dans les zones où il y a dans les endroits où il y a des animaux ou même, les gens qui habitent à l'année en montagne, hein, ça peut être les voisins de ceux qui ont la ferme, bah, les chiens, ils sont là à l'année. Donc à l'année, Ouais, ils bah, peuvent oui. aboyer, ils peuvent être présents et ben, voilà, si on veut garder ce pastoralisme et cette agriculture de montagne, et ben, il faut aussi faire l'effort d'accepter ça et de se dire: «Bah, oui, maintenant il y a des chiens de protection à peu près partout. Mmh. Bah, s'il y a des loups, il y aura des chiens et ça Mmh. peut pas aller l'un sans l'autre». On va en reparler après des chiens de protection. Pour parler du programme, est-ce que tu peux nous dire combien d'alpages vous avez là au total dans votre programme? Ouais, donc cet été, enfin les en 2025, on était sur 7 alpages avec des 7 alpages, bénévoles. OK. Donc on forme et on envoie des bénévoles, aider les éleveurs et en plus de ça, on a aidé, 5 ou 6 éleveurs en plus avec des aides bergers. Donc OK. on a aussi des aides bergers qui travaillent de manière professionnelle avec nous, qui permettent en plus des bénévoles qu'on forme. Donc les bénévoles, on les forme, on fait un campement sur place Mmh mh. et ils vont aider soit la journée, soit la nuit, soit un peu les 2. Ça dépend de chaque éleveur, chaque berger, on s'adapte. Et en plus, on a des bergers qui vont aider d'autres éleveurs qui peuvent vraiment répondre du jour au lendemain, si on nous appelle, qu'on nous dit: «Bah, c'est compliqué, j'ai une attaque» Mmh. ou «Il y a de la pression de loup» ou «Je suis voilà, est-ce que vous pouvez venir m'aider?» On peut répondre généralement du jour au lendemain grâce à ces aides bergers. OK, donc 7 alpages, 7 éleveurs? Ouais, c'est À ça. peu près, ouais. Ouais, ouais. Et combien de bénévoles à peu près, chaque année? Cet été, on a eu, 150 bénévoles. Donc en plus du gardiennage qui est le gros de la mission, on fait aussi de la sensibilisation. Ouais. Donc on a aussi des bénévoles qui parcourent les sentiers de randonnée pour aller parler aux randonneurs, aux touristes, aux sportifs, aux locaux qui se baladent, de pastoralisme, du loup et notamment des chiens de protection et de comment on se comporte avec ces chiens de Mmh. protection. Et comment les agriculteurs, vous avez réussi à les contacter? C'est eux qui sont venus vers vous? C'est vous qui allez vers eux? Enfin, je pense que, tu vois, les agriculteurs ont peut-être un a priori sur le WWF, tu vois? Et Mmh. vous êtes un peu vus comme les écolos, tu vois? Ouais, ouais, tout à fait. Bah, il y a un peu des 2. C'est sûr qu'au départ, ça a pas été facile de Ouais. gagner la confiance. Mmh. On est stéréotypé comme une grosse ONG parisienne, ce qui Mmh. est pas faux, hein, Mmh. ce qui n'est pas grave non plus, mais forcément dans ce contexte-là, c'est pas évident. Donc il a fallu du temps, de la patience pour, créer des relations, de la confiance et puis maintenant que ça marche bien et ben, on a des éleveurs qui se parlent entre eux, et c'est sûr que, bah, on a des éleveurs qui travaillent avec nous, c'est des gens assez ouverts d'esprit, qui ont cette capacité à se dire: «Bah, peut-être que sur le papier, c'est pas censé être mes amis, mais en Mmh. fait, je vais aller voir ce qu'il fait» et puis il y a des éleveurs qui ont besoin d'aide, en fait Ouais, bah, oui. et il y en a qui ont notamment se disent: «Bah, même si je suis pas 100 d'accord, bah, peut-être que ça va m'aider». Mmh. Et on a des éleveurs avec qui on travaille, ils vont pas vous dire: «Ah, j'adore les loups». Mmh. Alors il y en a, on en a qui sont, qui aiment bien l'animal, mais ils veulent juste pas être attaqués. Mmh. Il y en a d'autres qui aiment pas spécialement l'animal, mais en fait, ils ont besoin d'aide Mmh. et puis, bah, c'est en travaillant avec eux aussi, en leur montrant que oui, il y a des choses qui sont possibles Mmh. et puis ça permet aussi de casser un peu les codes, des 2 côtés. Donc nous, on amène des gens qui viennent, plutôt du monde de l'écologie, souvent de la ville, pas que, on a aussi des bénévoles qui viennent de Mmh. la montagne ou de la campagne, mais on a quand même beaucoup de bénévoles de la ville. Ça leur permet de rencontrer des éleveurs, Mmh. un autre monde, sur lequel ils peuvent parfois avoir des stéréotypes ou en tout cas Mmh. des préjugés Mmh. et dans l'inverse aussi, Exact. pour nos éleveurs avec qui on travaille et qui voient des gens, bah, forcément avant qu'on travaille avec eux, je pense qu'ils avaient des préjugés comme tout le monde sur, Ouais, des exactement. gens qui viennent de Mmh. Ouais, Paris bah, ou de oui. la ville et maintenant qui sont épatés et qui sont impressionnés de savoir ce que viennent faire des gens de manière bénévole sur leurs vacances pour les aider, Mmh. passer des nuits sous l'orage, Mmh. en montagne et ça a créé des très belles histoires, des belles amitiés, des gens qui se parlent en dehors du programme maintenant et c'est vraiment une des très grosses forces du programme qu'on avait anticipé, mais pas à ce point-là. Mmh. On était parti pour aider pour qu'il y ait moins d'attaques et finalement le gros du programme, c'est de un aider psychologiquement les éleveurs. C'est-à-dire que peut-être que l'éleveur qu'on aide, il aurait pas été attaqué, mais il aurait peut-être pas dormi de ses nuits, Mmh. en ayant peur d'être attaqué. Là, il peut dormir sur ses 2 oreilles parce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont à pied de ce troupeau qui vont surveiller. Mmh. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose et ben, c'est recréer du lien entre des mondes qui se distendent de Ouais. plus en plus, on le Exact. voit Ouais. et ça fait du bien d'avoir un lieu où les gens se rassemblent, Ouais. s'échangent, communiquent. Même s'ils sont pas d'accord sur tout, Exact, ouais. bah, ils vont passer une semaine ensemble et c'est assez génial. Ouais, chacun fait un pas vers l'autre, en fait, C'est c'est ça qui exactement est bien. ça. Et c'est vrai que même moi, bah, du coup, j'ai participé à ce programme. C'est vrai qu'on part avec des préjugés, des a priori. Une fois qu'on est sur le terrain, en fait, on se rend compte que c'est un sujet beaucoup plus complexe que juste les éleveurs sont anti-loups, Mmh mh. pro-loups, enfin, en fait, je pense que même nous,
Enfin, moi, tu vois, je dis: «Ah oui, je suis pro loup, les éleveurs, ils sont indemnisés de toute façon, pour chaque cadavre qu'ils ont, c'est pas très grave pour eux». Mais au final, en fait, le retour du loup, ça change complètement leur travail. C'est-à-dire que quand ils sont attaqués, bah, au début, ils étaient pas forcément préparés à ça. Ils doivent dormir à côté du troupeau, la nuit pour, dès qu'il y a un bruit, bah, ils se réveillent dès que le chien aboie, ils ont peur que le troupeau se fasse attaquer. Heu, Tu vois, même un truc que je savais pas, en fait, par exemple, si un troupeau se fait attaquer par un loup, les brebis peuvent parfois, ne plus produire de lait, en fait. Mmh. Et ça, c'est des choses qu'on sait pas forcément, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. C'est en fait, ça demande vraiment de se mettre dans la peau de l'autre et Ouais, d'aller voir, ouais, et c'est le but du programme, c'est de et ben, en fait, d'aller voir avant de juger, avant ouais. de Mmh. penser, de se dire, donc nous, les bénévoles, on les forme avant, on fait une formation chez un éleveur pendant 3 jours parce que, bah, forcément, quand on n'est pas de la montagne, qu'on de ce milieu-là, bah, avant de passer une semaine dans une tente, parce que Mmh. c'est pas les vacances, hein, Mmh. c'est vous allez passer une semaine en montagne, peut-être qu'il va faire beau, mais peut-être qu'il va pas faire beau. Ouais, Peut-être qu'il va y je avoir de la confirme. neige, des orages, de la pluie. Et du coup, bah, on forme aux conditions physiques, puis aussi au monde pastoral et pour aller un peu comprendre et puis en fait, aller titiller les préjugés ou en tout cas les stéréotypes qu'on a sur les loups, sur la cohabitation entre le pastoralisme, sur la facilité ou non de protéger un troupeau et d'aller voir en fait, toutes les contraintes et tous les problèmes que soulève la protection des troupeaux. Mmh. Et c'est hyper intéressant, c'est passionnant. On a des éleveurs qui font un boulot incroyable, avec qui on travaille, qui c'est des gens qui ont, vous leur présentez un problème, ils ont 50 solutions différentes en tête, ils trouvent Mmh. toujours, voilà, c'est des Mmh. gens extrêmement débrouillards, Mmh. c'est hyper, apaisant d'être avec eux parce que, bah, ils ont des problématiques très concrètes et du coup des solutions très concrètes aux choses Mmh. et ça moi je c'est vraiment un truc que j'adore, quand je travaille avec eux et en même temps, bah, c'est des gens qui sont isolés Mmh. et c'est les premiers à nous le dire, qu'ils font pas assez d'efforts d'aller parler aux gens parce que eux, ils sont aussi dans leur monde, un peu débordés et que du coup, ils ont aussi des gros préjugés sur, les gens, les colos qui sont là que pour les faire chier, Mmh. et en fait, bah, voir que non, il y en a qui sont prêts à traverser la France et à prendre une semaine de leur temps pour les aider gratuitement Mmh. et venir les écouter et comprendre Mmh. et ben, je pense que pour eux aussi, ça leur fait du bien mentalement et ouais, ouais, c'est chouette. Il y a pas eu d'accrochage ou des fois de situations qui étaient un peu délicates entre éleveurs et bénévoles, non? Tu pas Non, plutôt bah, il y a pu y avoir des ça peut des tu vois, arriver? des gens qui s'entendent, Mmh. plus ou moins bien, des gens qui sont vraiment de mondes très opposés et pour qui ça peut être plus compliqué, mais on a surtout des belles histoires OK. et vraiment Tu pourrais raconter peut-être tu as des anecdotes là-dessus peut-être? Je sais pas. ouais, bah, on a des bénévoles qui sont devenus bergers entre-temps. Ah oui, OK. Bah, là, on en a un notamment qui travaille en tant que guide berger avec nous, bah, il était bénévole et puis il est devenu être berger. On a, des bénévoles qui ont été bénévoles depuis la première saison, qui sont revenus chaque année, Mmh. qui ont passé plusieurs semaines chaque année de leurs vacances et qui sont venus, aider, un des éleveurs avec qui on travaille beaucoup pour le remplacer sur les week-ends, Mmh mh. pour qu'il puisse, prendre un week-end et il savait faire la traite, gérer la ferme, en autonomie pendant le Mmh. week-end et voilà et c'est le même en dehors du programme, ils sont venus, voilà, des histoires comme ça, c'est super Ah, chouette, c'est intéressant. Est-ce que tu penses que le message, se passe entre éleveurs? C'est-à-dire que les clichés peuvent ça infuse un peu sur Ouais, alors d'autres, c'est clairement le plus dur, hein, ouais. parce que, bah, ces stéréotypes-là, ils sont quand même, ou ils sont quand même très forts, très ancrés Mmh. et puis, bah, on voit bien, que de toute façon le monde se polarise de plus en plus, hein, donc OK. chacun se met de plus en plus dans ses propres idées, Mmh. et la et les le passage de témoin est de plus en plus compliqué. Donc oui, ça se fait, c'est pas évident, Mmh mh. ça prend du temps, et la confiance est dure à gagner, à faire, mais ça se fait et chaque année, on a des nouveaux éleveurs, avec qui viennent travailler avec nous. On en a qui on sait très bien qu'ils travailleront jamais avec nous Ouais, et c'est pas grave. il faut pas Moi, forcer. j'aimerais juste que ceux qui ont vraiment besoin il y a des éleveurs, je sais qu'on peut aider et qui soit ça sont pas au courant de ce qu'on fait, soit sont mal au courant de ce qu'on fait, Mmh. soit osent pas et il y a aussi, toute une dimension psychologique. C'est un monde qui est pas si solidaire que ça entre les agriculteurs et du coup, bah, un agriculteur qui accepte l'aide WWF, il peut être pris à partie par les autres éleveurs ou en tout Mmh. cas être, un peu mis de côté ou être Mmh. critiqué. Mmh. Et puis c'est des gens, fiers de leur boulot et c'est pas évident d'accepter de l'aide, Mmh. parce que, bah, c'est très intime, hein, il y a peu de gens qui acceptent de l'aide dans leur propre travail. C'est sûr. Moi, j'ai rarement des gens dans la rue qui viennent me dire: «Ah tiens, je vais t'aider dans ton travail toi». Mmh. Et puis en plus leur travail généralement c'est chez eux, c'est leur vie, c'est donc c'est voilà, il y a plein de mécanismes qui font que c'est pas évident d'accepter et je le comprends. Mmh. Donc heu, donc voilà, moi un éleveur qui veut pas qu'on l'aide, il y a aucun souci, Mmh. mais ceux qui franchissent le pas, bah, je suis plutôt vraiment très impressionné des Mmh. éleveurs qui franchissent le pas, parce que ça demande une sacrée ouverture d'esprit. Mmh.
On a peut-être pas redit, mais en gros, les saisons, c'est l'été, c'est d'environ de juin jusqu'à Ouais, alors octobre. ça dépend énormément de Ouais. où est-ce que vous êtes. Si vous êtes dans le sud, il y a de l'alpage, enfin, il y a du pastoralisme quasiment toute l'année. Mmh. Nous, en Haute-Savoie, il y a quand même une grande partie avec de la neige. Donc ça va dépendre là de l'altitude de l'alpage. On a les premiers alpagistes avec qui on travaille, c'est début mai jusqu'à mi-octobre. Ça va dépendre vraiment de quand est-ce que la neige arrive. Mmh. Et ceux qui sont plus hauts, ça va commencer en juillet et finir mi-septembre. OK. Voilà. Après, on peut les aider aussi en dehors de la saison d'alpage, hein. C'est-à-dire que au printemps et à l'automne, généralement, les troupeaux sont dans des parcs, dans les piémonts, donc c'est-à-dire sur les collines ou sur la base des montagnes, Mmh. plus proches de la ferme généralement. Ça crée aussi pas mal de problèmes parce que c'est plus proche aussi des habitations. Ouais. Donc il y a peut-être moins de tourisme, mais c'est l'interaction plutôt avec les voisins, avec les locaux. C'est pas toujours Ouais, les évident non aboiements plus. des chiens aussi peut-être? Et voilà. Et là, il y a les aboiements des chiens. Ça peut être. Il y a aussi des problématiques à ce OK. moment-là. Peut-être une question sur le financement. Donc tu as parlé tout à l'heure d'un donateur privé. Ouais. Comment ça se passe le financement de ce projet? Donc il est né grâce à Philippe Ponsin et sa fondation Alpes Sauvages. Mmh. Hem, on a un petit peu d'argent de la DREAL aussi, donc la direction régionale de l'environnement, l'aménagement et du logement. Et on a un peu maintenant d'autres fondations. On a la fondation Le Marchand qui nous accompagne. Voilà, on a un peu d'autres mécènes. Sinon, c'est beaucoup de l'argent, la générosité du public, donc tout à chacun qui donne de l'argent à Ouais, des WWF. donateurs. Ouais. Exactement. Et là, on a postulé à un programme, à ce qu'on appelle un programme LIFE, donc c'est un financement européen. Donc il n'y a pas que nous, on s'est mis avec plusieurs structures européennes, d'autres WWF et d'autres structures qui font comme nous, qui travaillent sur la cohabitation Mmh. entre les grands prédateurs et le pastoralisme. Et donc on a fait la demande d'un financement européen et on saura, fin février, début mars si on a un financement. Ça sera un OK. financement sur 5 ans et OK. donc ça nous permettrait de continuer ça et puis de créer un réseau d'initiatives comme ça en Europe Mmh. et de pouvoir faire d'échanges d'expériences, et montrer ce qui se passe en Italie, en Espagne, en Suisse, ce serait assez chouette. OK, et donc l'année prochaine, donc le programme aura lieu comme ce cette Donc voilà, c'est en saison 2026 en tout cas, c'est sûr que le OK. programme, va continuer. Moi, je peux faire un peu de pub, mais s'il y en a qui veulent s'engager pour le WWF, Tout à fait, donc comment ça se passe en gros? vous pouvez aller, alors la première chose, c'est de devenir bénévole au WWF, donc ça, c'est sur la page, internet, sur le site internet du WWF. Vous pouvez aller, vous inscrire, il y a un questionnaire à remplir, un petit formulaire. Suite à ça, vous avez une petite visio d'1 heure à faire, pour devenir bénévole. Ça, c'est pour apprendre ce que c'est que le WWF, comment ça se passe. Et une fois que vous êtes bénévole au WWF, nous, en mars ou en avril, ça dépend un peu, on envoie ce qu'on appelle des appels à bénévoles. Donc on envoie toute la base de données des bénévoles WWF en disant: on ouvre l'émission, de programme Entre chiens et loups pour l'été. On présente toutes les missions et vous pouvez venir vous inscrire. On vous demande de venir participer à une formation Mmh. et ensuite de venir, participer à une mission, l'été. Mmh. C'est ça. Donc plutôt, toutes les alpages sont en Haute-Savoie pour l'instant? Ouais, pour l'instant, c'est en Haute-Savoie. Avec le programme Life, l'idée, ça sera OK. d'essayer d'étendre un petit peu, le programme. OK. Si tu veux bien, on peut passer à la 3e partie, Ouais, du plat. C'est un gros sujet, c'est le sujet des chiens de protection. tout à fait. Est-ce que tu peux peut-être nous redire, qu'est-ce que c'est les chiens de protection? Il y a différentes races aussi différentes, à quoi ils servent? Quel est leur rôle? Comment ils sont élevés? Voilà, c'est toutes les questions un peu qu'on peut se Ouais. poser. Alors déjà, on va distinguer les chiens de protection, des chiens de conduite. Mmh. Donc le chien qui tourne autour des brebis, Mmh. et que le berger lui dit: «Va à droite, va à gauche», Mmh. Ah, ça, c'est le chien de conduite. Donc qui sont plus c'est petits, hein. qui sont plus petits, c'est souvent donc soit la race la plus connue, c'est le border collie. Donc ça, c'est vraiment le chien de conduite. Il travaille avec le berger sous ses ordres et il permet au berger de conduire le troupeau. Le chien de protection, c'est celui que vous voyez moins souvent, sauf quand vous vous approchez trop près du troupeau. Donc lui, il vit dans le troupeau, et il va travailler de manière autonome. Ça va être généralement des gros chiens qu'on appelle des molossoïdes. C'est des gros chiens pour différentes raisons, parce que c'est des chiens qui vont peut-être amener à avoir s'interposer physiquement à un prédateur. Mmh. Et c'est des gros chiens parce qu'on veut qu'ils aient une grosse tête pour avoir un gros cerveau, parce que c'est des chiens qui ont demandé de travailler en autonomie. Mmh. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est des chiens extrêmement intelligents parce qu'ils vont prendre toutes leurs décisions en autonomie. Contrairement à Border Collie qui va vraiment répondre à des ordres. Donc c'est vraiment 2 modes de fonctionnement très différents. Mmh. Donc il y a beaucoup de races de chiens de protection. Il y a autant de races qu'il y a d'endroits où on fait du pastoralisme dans le monde. Les plus connus en France, donc le plus connu, c'est ce qu'on appelle le patou. Mmh. Donc son vrai nom, c'est le montagne des Pyrénées. Ouais. C'est en Et occitan, je crois, c'est ça, hein? Le patou, ça vient de l'occitan, non? ouais, je crois que c'est Ou en gascon, je sais plus. c'est un nom, j'ai perdu, Je mais crois que c'est c'est occitan, mais ouais, il y a une signification mmh. derrière sur quelqu'un qui se pas à son bon, je sais plus Ouais, exactement, ouais. mais il y a une Ouais. signification, que j'ai eue en tête à un Mmh. moment donné.
Donc c'est le gros chien blanc. Mmh. Un chien qui lui ressemble beaucoup, c'est le berger des Abruzzes, le Marem des Abruzzes, un peu plus petit, mais aussi blanc comme ça qu'on retrouve en Italie. Dans les Pyrénées, on retrouve le Mastino espagnol, donc le matin espagnol en français, le Mastino. On retrouve aussi le Kangal qu'on appelle aussi, le berger turc ou le berger d'Anatolie, Oui. qui est un chien turc des plaines d'Anatolie justement. Heu, voilà, il y a C'est ça vraiment qui fait un peu plus peur qu'en montagne des Pyrénées, enfin pas qui tout, en tout cas qui a un peu plus impressionnant quand même. ouais, qui a un physique plus impressionnant. C'est des chiens assez différents, mais il a un poil plus ras et en fait, je pense que dans notre imaginaire Mmh. collectif, il fait plus peur Ouais, et ils ont pas tout à fait le même comportement. Le patou aboie beaucoup plus, ouais. le kangal moins. Peut-être Heu, peut-être un peu plus sur la Bah, ils sont réputés peut-être un peu plus nerveux, on ouais, va dire. Après ça va dépendre beaucoup de quelle lignée il est, comment mais il a bien été sûr. éduqué, quel son vécu en fait et puis de quel moment vous allez le rencontrer dans sa vie. Mmh. Heu, Puis il y a donc même des croisements entre Cangal et Montagne des Ouais, tout Pyrénées. à Enfin moi fait, j'en ai vu. ouais, il y a des croisements, il y a aussi, il y a enfin, ouais, il y a vraiment plein de chiens et on Mmh. utilise pas mal de chiens portugais aussi, vraiment OK, il y a vraiment, des dizaines et dizaines de races, hein. En France, on trouve facilement une dizaine, de races OK. différentes. Mais moi, j'ai travaillé en Bulgarie avec des chiens, vraiment très locaux, Mmh de mh. là-bas, des Karakatchans, on appelle ça et on en trouve moi, j'en ai jamais vu en France. Ils sont plus, violents, je sais pas, plus Non, nerveux, non, 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 pas il forcément? en fait, un chien, il doit être adapté là où il vit. Ouais. C'est la chose la plus importante. Les Karakatchans, ils étaient très bien adaptés parce qu'il faisait très chaud en Bulgarie, Mmh. donc ils étaient habitués à ça et c'est des chiens qui mangent pas de croquettes. Là-bas, ils travaillaient pas du tout avec la croquette. Ils les nourrissaient avec, le petit lait des brebis et de la farine et ils faisaient juste OK. une pâte avec ça et c'est des chiens qui étaient habitués à manger ça et ils avaient un système digestif adapté à ça, Mmh. ils étaient adaptés aux grosses chaleurs et je pense qu'un patou aurait pas du tout marché à cet endroit-là parce que le patou est pas Mmh. voilà. Donc c'est très important d'avoir un chien qui est adapté à votre endroit. Ça sert à rien d'avoir un chien qui fait 100 kilogrammes si vous êtes en montagne, il va jamais pouvoir courir en montagne. Les chiens très lourds, c'est fait généralement pour de la plaine. Mmh mh. Donc voilà, et après par contre, il va y avoir des caractéristiques un petit peu différentes selon les races et puis après ça va être à l'éleveur de savoir quelle appétence il a vers quelle race, quelle attirance, comment il voit. Il y a tout un truc psychologique. Le Kangal, il est réputé, tueur de loups. Voilà, parce que, il y a des Kangals qui ont été faits pour vraiment chasser pour chasser le loup. On dit qu'il va vraiment aller courser les loups et donc, l'éleveur peut-être psychologiquement lui va se dire: «J'ai des Ouais, tueurs de loups dans mon équipe, ouais. avec ça je suis blindé». Mmh. Donc il y a plein de choses, il y a des éleveurs qui ne veulent pas du tout travailler avec ces chiens parce qu'ils aiment pas ou ils veulent, des patous. Il y a des éleveurs qui veulent pas de patous parce qu'ils aboient beaucoup ces chiens, Mmh. donc ça peut être compliqué Ouais, des si vous êtes à voisins. côté des voisins et puis après il va y avoir toute l'éducation du chien qui va jouer beaucoup aussi, mais c'est un savant mélange, d'éduquer ses chiens Mmh. et c'est pas évident. Ça prend du temps pour l'éleveur, parce qu'ils sont éleveurs de moutons à la base, ils sont pas éleveurs de chiens, donc c'est un peu un nouveau métier. Mmh. Ça prend du temps pour le troupeau de s'habituer parce que, finalement, on met un prédateur dans le troupeau pour protéger, mais le chien à la base, je vous ai rappelé que c'était un loup à la base. Donc c'est quand même pas très logique à la base Mmh. pour un mouton d'avoir un gros chien en plein milieu. Et puis ça prend du temps pour les gens autour, les voisins, les les locaux qui se baladaient à côté, il y avait pas de chien, maintenant il y a un chien Ouais, bah, oui. et donc pour que tout ce petit monde, marche, cohabite et soit efficace, ça prend quelques années. Et Donc du c'est pour ça qu'on ouais. vous demande vraiment d'être indulgent, Mmh. contre ces chiens de protection déjà parce qu'ils font vraiment un boulot fantastique Mmh. et contre les éleveurs parce que, les éleveurs généralement ils sont pas heureux de prendre des gros chiens qui aboient et qui potentiellement pourraient mordre des gens. Mmh. C'est un stress, Mmh. c'est beaucoup de travail en plus, Mmh. mais ils ont pas le choix. Mmh. Voilà, aujourd'hui, s'il y a des loups, il y a des chiens. On va revenir après sur comment se comporter, quand on croise des chiens de protection, mais est-ce que tu peux revenir de la façon dont ils sont élevés, en fait? Ouais, tout à fait. Alors, donc généralement, il y a des centres d'élevage ou en tout cas, il y a des éleveurs de chiens. Idéalement, c'est des agriculteurs, des éleveurs qui élèvent des chiens. C'est-à-dire que le chien, il va naître dans une bergerie, idéalement. C'est-à-dire qu'il les premières choses qu'il va entendre, sentir, voir, c'est la bergerie. Ça va être le troupeau, alors que ça soit, des moutons, des vaches, des chèvres, tout dépend et il va être imprégné par ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il va avoir assez vite un attachement au troupeau et donc assez vite dans sa vie, on va le mettre dans le troupeau et on va le sevrer de sa mère en fait, pour qu'il ait une imprégnation non pas à sa mère, mais vraiment au troupeau. Mmh. Et là où c'est aussi différent par rapport au chien de monsieur tout le monde, c'est que le chien, il doit être lié d'abord au troupeau Mmh. et pas d'abord à son maître. Alors bien sûr, il va écouter son maître, le maître va pouvoir le manipuler, c'est très important. Le maître reste celui s'il faut le soigner le chien, le Mmh. transporter,
Mais quand l'éleveur, il quitte son troupeau, le chien, il reste au troupeau. Il va pas avec l'éleveur et ça, pour ceux qui ont des chiens, ouais, c'est assez incroyable à voir, en fait. Le chien, il est très content de voir son maître arriver, mais quand il repart, il reste, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il y ait de l'orage, Mmh. et c'est pas, vous allez pas l'enlever, il voudra pas partir. C'est Mmh. vraiment ça, en fait. C'est pas une contrainte, c'est que le chien, c'est sa famille, enfin, c'est son rôle, quoi. Il est là, il voudra rester au et c'est vraiment ils aiment pas être séparés du troupeau, ces chiens. Mmh. Donc ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle l'attachement au troupeau et après ce chien et ben, ça va dépendre un peu dans quel contexte vous l'élevez. C'est sûr que si vous étiez, 1000 ans en arrière, qu'il y a pas de tourisme, que les seuls gens qui vont s'approcher de votre troupeau, c'est peut-être des gens qui vont voler vos moutons, et ben, vous allez essayer de rendre au chien le plus nerveux possible et il va essayer d'empêcher n'importe qui de venir vers le troupeau, heu, homme ou animal. Mmh. C'est plus vraiment le cas maintenant. Alors il y a toujours du risque de vol de bétail, hein, ça ça arrive, donc c'est aussi quelque chose à avoir en tête. Mais maintenant le chien, faut qu'il puisse être tolérant envers l'homme. Donc il faut aussi le familiariser. Donc lui apprendre à, qu'est-ce que c'est que des gens qui vont passer en vélo, courir, parler, crier, des enfants, donc ça se fait quand le chien est très jeune, hein, donc faut l'habituer à ça, donc c'est beaucoup de travail, hein. C'est-à-dire que vraiment l'éleveur doit passer du temps pour familiariser ce chien-là. Mais il y a un dosage à avoir. Un chien trop familiarisé, trop qui a trop envie d'avoir des caresses ou quoi et ben, au bout d'un moment, il va peut-être vouloir avoir des caresses et ne Mmh. plus surveiller le troupeau Ouais. et en fait, c'est là où on se rend compte la difficulté de la finesse qu'il faut pour bien éduquer ses chiens. Heu, c'est compliqué. Mmh. Et là, peut-être que le 1re fois qu'on prend un chien quand on est éleveur et bah, peut-être qu'on va pas y arriver ou Mmh. ça va être, il va être Proche de un peu trop proche des gens ou un peu trop peureux des gens, peur des gens et puis ça va dépendre de chaque chien et puis, peut-être qu'un chien il va être très bien et puis qu'un jour, il va y avoir un traumatisme, soit quelqu'un va lui jeter des cailloux ou enfin on sait pas ou de la bombe lacrymogène, ça arrive, hein, ouais, ou n'importe quoi d'autre et il va plus réagir pareil face aux gens. ouais, Voilà, c'est des animaux, ils font leur bien vie sûr, ouais. animale et c'est C'est pas on complexe, peut ouais, pas c'est tout pas maîtriser. y a pas une recette magique, Il y a pas une recette magique. et aussi, par exemple, si, un chien se fait attaquer par un loup, il peut aussi avoir un traumatisme dans le sens où il peut avoir peur du loup et ne plus faire son rôle de protecteur, contre le C'est loup, en fait. ça. Donc on dit souvent que le chien, il faut pas qu'il ait affronté le lot trop vite dans sa vie. Mmh. Dire que même s'il y a 1 an, le chien il est gros et physiquement il peut paraître prêt à Mmh. pouvoir affronter un loup, peut-être que psychologiquement, mentalement, c'est encore Un un enfant. bébé quoi, c'est encore un enfant et qu'il est pas structuré assez mentalement pour ça. Mmh. Heu, des fois, ça va être un défi plus psychologique qu'autre chose ou, Ouais. d'intimidation et il faut mieux que le chien il soit armé, prêt à gagner ce combat au moins dans sa tête, Mmh. pour être sûr que, bah, ouais, qu'il soit pas perdant face au loup, et c'est sûr que, bah, ça arrive, hein, des chiens qui se battent contre des loups. Alors généralement des gros animaux, des gros prédateurs, ils évitent Ouais. dans Hésite la confrontation, quoi. ils évitent la confrontation. C'est la même espèce, hein, donc ils se communiquent très bien entre eux. Donc Ah, ils peuvent se comprendre, tu veux? ouais, 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 ils se comprennent très bien et OK. ils se parlent. Ouais. Nous, on comprend moins bien ce qu'on Ouais. donc on essaie d'interpréter et il y a des gens vraiment dont c'est le travail, d'étudier ça, qui filment avec des caméras thermiques, donc ils se mettent la nuit aux abords des troupeaux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que nous, en fait, on voit pas la plupart Mmh. des interactions, c'est la nuit. La Mmh. plupart des attaques, en tout cas une partie des attaques, c'est la nuit Mmh. et nous, on se lève le matin, on se dit: «Ah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu des attaques. Ah, les chiens, ils ont rien fait. Ah, il y a pas eu d'attaque, ça se trouve, il y a pas eu de loup». On n'en sait rien et ben, en fait, il y a des fois, il y a des chiens et des loups, ils vont jouer ensemble toute la nuit, ils vont se courir après et il y a plein d'interactions Ça, possibles. Il c'est peut y fou avoir des ça. interactions très dures Ouais. et il peut y avoir des loups qui tuent des chiens qui tuent des loups. Mmh. Ça reste rare, mais ça arrive. Mmh. Il peut y avoir juste des loups qui courent après des chiens dans un sens, puis dans l'autre. Il peut y avoir des loups et des chiens qui jouent ensemble parce que, bah, des fois, on sait pas pourquoi, mais ça reste la même espèce. Mmh. Des fois, la bagarre, ça va se faire autour d'une carcasse de brebis et ni les loups ni les chiens n'en ont rien à faire du troupeau. Tous jouent autour d'une carcasse de brebis. OK. Ouais, il y a c'est le monde de la nuit Ouais, et c'est de très cool. l'interaction entre ces animaux, il est assez fascinant, Mmh. très loin de tout ce qu'on imagine. Il y a Mmh. beaucoup de choses à apprendre et parfois, c'est le chien qu'on croit le moins compétent qui est le plus compétent. OK. C'est-à-dire que le chien qui passe la nuit à dormir et bah, peut-être que la journée à dormir, peut-être que toute la nuit, lui, il a couru après des loups et par contre, celui qui passe sa journée à aboyer sur tout le monde et Mmh. ben, peut-être que lui, la nuit, il a replié et qu'il Mmh. a pas vraiment fait son boulot Ouais, je vois. et donc ces caméras thermiques qui permettent vraiment de comprendre ce qu'est la nuit, c'est aussi une très bonne aide pour les éleveurs, pour essayer de comprendre comment fonctionne leur chien la nuit. Mmh. Donc nous, les bénévoles, ils ont ces caméras et ça permet d'expliquer aussi un peu aux éleveurs qu'est-ce qui s'est passé la nuit, en fait Mmh. et d'avoir une meilleure compréhension, de tout ce qu'on peut pas voir de fait. Mmh. Donc du coup, pour le sujet, imaginons on est randonneur, on se promène, on est trailer, je sais pas, on se promène à côté d'un troupeau, le chien de protection nous visualise, il vient vers nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Alors, 1re chose à comprendre, c'est que
un chien un chien de protection Mmh. qui va venir vers vous en courant et en aboyant, c'est normal. Mmh. C'est son boulot. Leur boulot, alors on dit que ces chiens sont agressifs, c'est pas le cas. En fait, ils sont ce qu'on appelle, nous, on le voit comme une agression, Ouais. mais en fait, c'est des chiens dissuasifs, d'accord? Si ils voulaient, tuer des gens, ces chiens, ils en ont les capacités. Mmh. C'est courent plus vite que nous, ils ont des gros crocs, Mmh. voilà. Donc heureusement, c'est pas du tout leur but. Leur boulot, c'est de dissuader n'importe qui, n'importe, quel animal de venir embêter le troupeau, de venir le déranger, et ils fonctionnent vraiment au dérangement du troupeau. Donc tout simplement, il y a, une menace potentielle qui arrive, donc des randonneurs, un parapentiste, quelqu'un à vélo. Et ben, je suis un chien de protection, je vais le plus vite possible, donc en courant, voir cette menace, et donc j'aboie en signalant: «Bah, là, c'est moi le patron, donc tu vas m'écouter». Avec un peu de chance, ça suffit, la personne elle a peur, elle part, et le chien, il est gagnant. Mmh. Le problème, c'est que nous, on est en randonnée, on a envie de faire notre randonnée. Donc là, va falloir réussir à communiquer avec le chien pour pouvoir continuer de son activité. Donc, soit je suis terrorisé par les chiens, et dans ces cas, je fais demi-tour, et c'est peut-être la meilleure solution. Et il y a d'autres randonnées. On peut se renseigner. Il y a un site qui s'appelle Mappatou, enfin qui permet de référencer OK. là où il y a des chiens dans les troupeaux. Ça commence à se démocratiser de plus en plus, et dans certaines applications de randonnée ou d'outdoor. Donc c'est super. Il y a pas mal de travail qui se fait là-dessus pour les gens qui ont vraiment pas envie de croiser des chiens. Et puis, bah, si on a envie de continuer et on n'a pas trop peur des chiens, et ben, il y a des choses à faire. Le chien, je le vois arriver, je vais, me signaler, je vais lui parler, en fait. Je vais parler comme un petit chien, essayer d'avoir la voix la plus apaisée possible. Donc moi, ça m'arrive, hein, j'ai vraiment, je sais exactement comment je vais réagir. C'est-à-dire que je prends une voix d'enfant, je parle comme si je parlais à un petit enfant ou un petit chiot, Mmh. et je lui raconte ma vie, «Ah salut le toutou, comment ça va?» Mmh. Le but, c'est de montrer que moi, j'ai une voix apaisée. Mmh. Ça m'occupe en plus, ça m'évite de juste, me dire: «Ah merde, il y a un chien, Mmh. j'ai peur, j'ai peur», et plus je vais avoir peur, moins bien ça va se passer. Donc c'est Parce assez qu'ils dur. le sentent, quoi. Exactement, donc il faut se conditionner. Pendant ce temps-là, vous avez le droit, si vous avez un sac à dos, de le décrocher ou prendre votre casquette et en fait de la mettre devant vous et un peu la tendre au chien. Ça va éviter que le chien soit collé à vous, ce qu'on appelle, qui rentre dans votre sphère intime, parce que ça, bah, c'est pas du tout agréable. Mmh. Surtout quand c'est un gros chien qui aboie, et ça peut faire 50-60 kilos, c'est impressionnant. Quoi qu'on en Mmh. dise, c'est impressionnant. Donc cette petite barrière, et ben, le chien, lui, il va sentir ce qu'on lui tend, et lui, en fait, un chien, il se rapproche de vous parce qu'il veut venir vous sentir. Les chiens voient très mal, d'accord? C'est pas du ils ont leur atout numéro un, c'est l'odorat. Donc ils viennent se coller à vous, ils viennent sentir, et ils viennent se coller à vous aussi parce que s'ils doivent intervenir, s'ils sont à 50 mètres, ils ne peuvent pas intervenir, hein. Ils ont pas Mmh. un fusil, eux. Mmh. Donc s'il y a un loup, ils doivent être collés au loup pour intervenir. Donc ils se rapprochent de vous, c'est normal. Donc on communique avec lui, on essaie de se détendre, de se calmer. Si on a des bâtons, on essaie de les poser. Tout ce qui va être il va faire du bruit, le cliquetis des bâtons par terre, de faire des grands gestes, ça va stresser les chiens, ça va les faire monter en pression. Mmh. Donc ça, on essaie d'éviter. On lui parle. On peut essayer de bâiller. C'est un truc, vous allez OK. avoir l'air peut-être un peu bête à bâiller en pleine montagne, mais c'est ce qu'on appelle des signaux d'apaisement, OK. chez les animaux. C'est-à-dire que quand un animal bâille, il lui dit: «Bah, moi, j'ai pas envie qu'on se batte, Mmh. voilà, j'ai envie que la situation se tranquillise», et ça, les chiens, ils arrivent très bien à lire ça. Et généralement, en appliquant juste ça, de parler tranquillement, de s'apaiser un peu. Quand on tend le sac devant nous aussi, ça a le mérite de me faire baisser nos épaules. Mais en fait, le chien, il va lire toute notre communication non verbale. Nous, on sait pas trop l'interpréter, et quand on a peur, nos épaules, on se crispe, nos épaules remontent, et ça peut stresser le chien. Et donc en fait, de tendre notre casquette ou notre sac, de lui parler, bah, on va donner au chien l'idée qu'on est plus à l'aise, Mmh. et très vite, le chien, il va redescendre. S'il n'arrive pas à se calmer, c'est que vous êtes peut-être trop proche du troupeau. On dit toujours, il faut essayer de contourner le plus largement possible le troupeau. Mmh. Allez pas vous mettre en danger, mais il faut souvent sortir du chemin, Mmh. et c'est pas grave. Si c'est pour contourner un troupeau, vous avez le droit de sortir du chemin. Donc dès Heu qu'on voit un troupeau, le but, c'est d'aller le passer le plus loin possible. exactement. Et puis prendre le temps, on s'arrête. Ça, je l'ai pas dit, mais c'est la première chose, on s'arrête. Ouais. On le laisse Peut-être venir, exactement, il va vous rattraper. mmh. Vous pouvez être le meilleur trailer du monde, il va vous rattraper. En VTT, vous allez vous dire: «Vous allez aller plus vite que lui». Bah, si vous allez plus vite que lui, tant mieux. S'il vous rattrape, là, vous allez être ça va être problématique. Mmh. Arrêtez-vous. Et en plus, les vélos, ça fait peur. En fait, on sait pas, mais le bruit des rayons, Mmh. et en fait, déjà, ça va trop vite pour le chien. Il peut pas voir il sait pas ce qui se passe. Donc il panique, donc il court après. Mmh. Et le bruit des rayons le dérange énormément. Enfin, arrêtez-vous, et ça, vous allez voir, l'interaction va bien mieux se faire. Vous laissez le temps. Des fois, il faut 2 ou 3 minutes. Des fois, il faut 5-10 minutes au chien pour s'apaiser, et on repart tranquillement. Repartez pas à fond sur votre VTT ou en courant, parce que vous allez tout recommencer à zéro. Mmh. Ça va être pareil. Ah donc VTT, il faut le sor enfin, Et ben, tant que vous êtes à côté des chiens du troupeau, vous poussez ouais. votre vélo. Ouais, on garde à pied, Voilà, quoi, on exactement. et Surtout ne pas crier, ne pas ouais, s'affoler, ne pas s'enfuir en courant, oui. ne pas s'enfuir en courant, et la situation
la plus compliquée, c'est avoir un chien domestique. Ah oui. On dit toujours, la meilleure rencontre entre un chien domestique et un chien de protection, c'est celle qui n'existe pas. Mmh. Il y a pas des chiens de protection partout dans les montagnes. C'est pour ça que je dis renseignez-vous au maximum. Si vous avez un chien domestique, l'idéal, c'est de ne pas aller aux abords des troupeaux. Mmh. Parce que, qu'on le veuille ou non, un chien est un prédateur pour les moutons. Et il y a chaque année des chiens qui tuent des moutons. Et donc le chien de protection qui voit un chien domestique, bah, pour lui, c'est une vraie menace. Mmh. Et là, l'enjeu, ça va plus être vous, ça va être le chien. Mmh. Néanmoins, si ça vous arrive, là, c'est assez technique. Donc vous êtes dans un milieu naturel, on vous demande toujours d'avoir le chien en laisse. Ça, c'est normal pour les animaux, et puis même s'il y a un troupeau, si vous croisez un troupeau sans chien de protection, si votre chien va courir dedans, ça va faire peur aux moutons, ça va donc on garde son chien en laisse. Par contre, s'il y a un chien de protection qui arrive et qu'il y a une interaction, là, il faut absolument libérer le chien et ne plus interagir. Alors on sait que c'est très dur, Bah, c'est pour les gens, contre-intuitif, qui ont un chien. Si vous voulez que votre chien survive, vraiment, la meilleure solution, c'est ça. Si vous voulez donner toutes les chances à votre chien que ça se passe bien et qu'il se fasse pas mordre, vous laissez faire ça. Et un chien qui est intelligent, il va se soumettre. Mmh. Je vous ai dit, ces animaux, ils se parlent entre eux, Mmh. bien plus facilement que nous. Et votre chien, il croise des chiens tout le temps dans la rue. Chez ceux qui ont l'habitude, ils savent très bien qu'il faut lécher les chiens et ça pèse beaucoup plus. Les chiens tenus en laisse, en fait, ils sont reliés à vous physiquement et du coup, ils vont vouloir vous protéger. Mmh. Et ça peut être un tout petit chien, s'il est relié avec vous, il va tout faire pour vous protéger Mmh. et du coup, il va pas se calmer, se soumettre. Alors que la solution, c'est qu'il se soumette et ça se passe très bien. Et nous, il y a des bergers qui maintenant filment ça et qui filment les interactions. Ils disent aux gens de lâcher leur chien et on voit la différence entre ceux qui lâchent leur chien et OK. ceux qui lâchent pas leur Ah chien. oui, d'accord, OK. Et le pire des choses, c'est de prendre votre chien dans votre bras pour le protéger parce que, bah, ça va pas calmer l'interaction entre les 2 chiens, sauf que vous allez vous êtes physiquement au milieu et là, ça peut se retourner même contre vous. Mmh. Voilà, donc interaction entre les chiens, je laisse faire, je n'hurle pas, je ne crie pas sur le chien, Mmh. je laisse faire. De toute façon, j'ai envie de dire si ça doit Oui. mal se passer, ça va mal se passer. Ouais, dans tous les cas. Par contre, vous donnez beaucoup plus de chances que ça se passe bien si vous faites rien. Mmh. OK. C'est vrai que c'est contre-intuitif toutes ces C'est pour ça qu'on dit, indications, la meilleure interaction entre un chien domestique et un chien de protection, Mmh. c'est celle qui n'existe pas, vraiment. Mmh. Et il y a plein de gens qui disent: «Oui, mais moi mon chien il me répond», mais non, là, dans ces situations-là, Mmh. en fait, il faut pas qu'elles arrivent ces situations tout simplement. OK. Donc on a fait le tour un peu sur le loup, sur le programme, sur le chien de protection. J'ai deux-trois autres questions qui me restent en tête. C'est, est-ce qu'il existe des moyens, autres que par exemple les clôtures, les chiens de protection, le berger? Sur par exemple, j'ai vu, passer, les colliers GPS pour les loups pour savoir où ils se déplacent, s'ils se déplacent près des troupeaux. Est-ce que c'est une bonne Ouais, alors en idée? fait, il y a plein de solutions technologiques qui Ouais. sont testées, essayées, notamment des colliers plutôt sur les proies, Ouais, que ça ouais. soit Ah des OK, sur les OK. voilà, ça va être des colliers qui vont, émettre soit des ultrasons, soit des choses désagréables ou soit des phéromones. Mmh. Il y a plein de choses. C'est assez dur de savoir, à quel point ça marche, parce que c'est pas facile de faire des protocoles scientifiques, et puis derrière, il y a souvent des marques qui essaient de vendre leurs produits, donc ils ont intérêt à dire que ça marche. Mmh. Donc c'est pas évident, il peut y avoir sûrement des bonnes idées. La clé, c'est d'adapter ça à chaque situation. Il y a pas une situation miraculeuse, pour tout le monde. En tout cas, pour l'instant, il y a pas de solution miraculeuse Mmh. pour chaque, pour tous les éleveurs. Donc voilà, il y a des choses à tester, ça demande, c'est la science, donc c'est long et c'est souvent compliqué parce que les éleveurs, ils ont besoin maintenant et donc c'est compliqué pour leur dire: «Bah, on va tester sur 3-4 ans et on vous dira si ça a marché» et «Ah bah, ça marche un petit peu, mais bah» voilà, donc c'est pas évident. Mmh. Il y a probablement des choses à tester, là-dessus. On sait qu'en tout cas, la présence humaine et les chiens de protection, ça marche très bien. Mmh. C'est la meilleure solution, a priori, Mmh. donc on continue là-dessus. Mais il y a d'autres choses aussi qui sont en train de les tester. Notamment le fait de pouvoir, essayer de tirer, mais pas de manière létale sur le loup, mais de lui faire mal et de lui faire comprendre que en fait, c'est un des protocoles d'éthologie, et de pouvoir essayer de faire changer le comportement du loup. Mmh. C'est-à-dire: «Je m'approche du troupeau, j'ai mal. Mmh. J'essaie d'attaquer un troupeau, j'ai mal». Mmh. Alors c'est compliqué, hein, parce qu'il faut avoir des loups justement avec des colliers GPS, pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a tiré sur ce loup. Mmh. Avoir quelqu'un qui tire, mais pas une balle qui tue, hein, une balle en Mmh. caoutchouc qui fasse mal, donc réussir à tirer sur le bon loup au bon moment où il Ouais, veut bah, attaquer oui, un oui. troupeau et essayer de voir si ça a un impact et savoir si après ce loup va transmettre ce comportement et cette répulsion qu'il a du troupeau. Heu, c'est pas évident à mettre en place, mais c'est une des pistes qui peut être intéressante. Le loup, c'est des animaux très sociaux, très enfin intelligents et qui peuvent, adapter leur comportement, suite à des traumatismes comme ça. Mmh. C'est une des pistes,
Et nous, on estime que c'est beaucoup plus intelligent que juste tirer des loups au hasard. Bien sûr, En ouais. fait, un loup qui se fait tirer alors qu'il approche d'un troupeau, bah, il a rien appris, il est mort. Ouais, bah, oui. Et les autres loups à côté, nous on l'a eu, hein, on a filmé un tir de loup sur une meute et un troupeau où on travaillait. Avec 4 loups qui sont arrivés, il y en a un qui a été tiré. 2 heures après, les 3 autres loups sont revenus au même endroit. Ah ouais. Et si on n'avait pas eu les bénévoles, bah là, il aurait attaqué parce que le monsieur qui avait tiré le loup était parti. Ah oui. De toute façon, il avait le droit de tirer qu'un seul loup, Mmh. et ça n'a rien changé. OK. Sur ce cas-là, ça n'a strictement rien changé. Parce que, eh ben, des loups qui meurent comme ça, de toute façon, le loup, il va pas comprendre qu'il y a un bruit, il y a un qu'il y a enfin, il peut pas faire le lien entre, il y a un bruit, le loup d'à côté, il est tombé, Ouais, bah, oui. voilà, ça, c'est pas possible. Ouais, Il bah, y a des protocoles pour lier, l'approche du troupeau à de la douleur, mais faut que l'animal en question, il survive ouais, oui, oui, c'est ça. suffisamment bien, donc faut pas le blesser, faut juste Mmh. le traumatiser, mais, Mmh. donc voilà, c'est pas évident à faire, OK, ouais. heu, mais c'est une des possibilités. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'interactions? Enfin, est-ce que beaucoup de bénévoles cette année ont fait face au loup? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'observations? Alors, en fait, je c'est pas toujours facile à savoir parce que, bah, de nuit, il est pas toujours facile de reconnaître un loup. Alors, il y a des fois où on pense avoir vu ou entendu. On a les caméras thermiques, mais c'est pas facile de voir, quand c'est un peu loin ce que c'est vraiment ce Ouais, qui se bah, passe. Mais oui, on en a eu, chaque année, on a à peu près une dizaine OK. d'interactions, il y a des fois où les bénévoles vont pas forcément les voir, mais les loups vont pas passer loin. Mmh. Mais oui, chaque année, on a des après ça va dépendre. Il y a des années où ça va être plus, des années où il va y en avoir moins. Mais dans tous les alpages où il y a des bénévoles, il y a pas eu d'attaque? On a eu une Si? attaque, cette année, Ouais. sur un des troupeaux qu'on garde. C'est le troupeau où il y a eu le plus d'interaction avec les loups OK. et c'était un soir où il y a des brebis qui étaient sorties du parc. Ah. En fait, c'est un endroit où il y a beaucoup de vent, le parc s'est plié et c'est un soir d'orage, de brouillard. Les bénévoles pouvaient pas sortir. C'est un endroit en Mmh. plus assez exposé aux orages, Mmh. et il y a eu une brebis de tuée. Ah oui. Mais c'est la première année qu'on travaille avec cet éleveur et les années d'avant, il a eu énormément d'attaques et donc là, cette année, il était hyper content et on repart avec lui l'année prochaine parce OK. que, bah, voilà, pour lui, une brebis perdue sur, l'été, c'est bien. En fait, OK. Mmh. il sait que, voilà, c'est un risque, c'est une possibilité Bien sûr. et pour lui, ça fait partie des choses acceptables, tout à fait. Donc nous, on essaie qu'il y en ait pas, hein, bien sûr, mais pour lui, le contrat, il est rempli et du coup, bah, le fait qu'il y ait les bénévoles, c'est qu'on a pu remettre le gilet dès le lendemain, Mmh. on a pu prévenir l'éleveur, et être plus vigilant. On a remonté un héberger en plus les soirs d'après pour être sûr que, Mmh. OK. voilà, forcément, il y a rien qui est infaillible, hein. En même temps, les soirs, un jour où il y a de l'orage et cetera, c'est quand même plus dur à Ouais, tout à fait, bah, il y a voilà, c'est et les conditions, les aléas climatiques, hein, et en si ça avait plus été un soir de beau temps, les bénévoles auraient sûrement vu le loup ou les chiens auraient vu ou, parce que même avec la pluie, le chien arrive moins à sentir le loup, je crois, c'est ça aussi, non? ouais, voilà, il y a des c'est plus difficile, Ouais, pour à détecter, ouais. bah, forcément, il entend moins, il voit moins, il sent moins, donc Et c'est les loups en plus difficile. profitent aussi pour, justement de Est-ce que les loups en je profitent sais ou est-ce ouais. que juste, bah, du coup, bah, il y a un peu plus de chances de réussir et que ça marque plus? On se souvient plus des attaques, les jours d'orage que les jours Mmh. de beau temps. Oui, c'est sûr. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait forcément plus OK. d'attaques. Je pense qu'il y a la même probabilité. Mmh. C'est juste que la probabilité que ça marche est plus grande peut-être. Mmh. OK. Et peut-être revenir sur le rôle de l'État. Est-ce que selon toi, l'État en fait assez dans les aides aux éleveurs? Qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place en plus? Qu'est-ce qu'il pourrait améliorer? Et beh, non, selon nous, l'État, il en fait pas assez et surtout, il le fait pas forcément de la bonne façon. Heu, le problème aujourd'hui, c'est que, les voix des agriculteurs qui portent le plus, c'est pas les voix des petits agriculteurs, qui ont des moutons en montagne. C'est plutôt les gros agriculteurs, et le loup, en fait, est souvent et on le voit exactement en ce moment, un moyen de pression, de marchandage sur d'autres sujets et le Mmh. loup, ça a toujours été un peu ça. C'est un très bon moyen dans les négociations, d'obtenir des choses en contrepartie le loup, c'est un animal politique, malheureusement. De tout le temps, il a été utilisé, comme prétexte Mmh. sur plein de choses. On lui tape dessus dès qu'on a besoin de parler, aujourd'hui, nous on travaille avec des éleveurs qui nous disent que le loup, c'est pas le problème numéro 1, hein, parce Mmh. que le loup, il trouve des solutions. Alors c'est dur, c'est facile, mais le changement climatique, le manque d'accès à l'eau et aujourd'hui il y a des montagnes, il y a plus d'éleveurs parce qu'il y a plus d'eau. Bah, ça c'est nettement plus compliqué pour eux. Mais c'est clair. Heu nos éleveurs qui nous disent que, bah, eux, ils sont bien plus inquiets des accords de libre-échange qu'il va y avoir plutôt que du loup. Heu, voilà. Donc le loup est une problématique, Mmh. mais c'est pas la seule et aujourd'hui, ce qui est assez dommage aussi, c'est que dans la plupart des écoles, où on forme les éleveurs ou les éleveurs, notamment ceux qui vont avoir des moutons ou des chèvres,
il y a très peu d'endroits où on va leur parler de la prédation. Mmh. Parce que c'est souvent dirigé par des organismes agricoles qui sont très opposés à la présence du loup et pour qui se protéger du loup, c'est l'accepter. Mmh. Donc donc on va pas chercher à se protéger parce qu'on veut pas qu'il y ait de loup. Ouais. Ouais, c'est vrai que j'en parlais avec l'éleveur avec qui j'étais et en fait, dès qu'un éleveur, a des chiens de protection, c'est même vu comme quelqu'un qui est pro loup du Et coup, en voilà, fait. par certains, ouais, tout à fait et parce qu'eux, ils acceptent et du Mmh. coup, et en fait, moi, je trouve ça assez fou ces éleveurs-là, ils vont faire face à plein de problèmes et Mmh. il y a des maladies, il y a du parasitisme, il y a le changement climatique, et c'est leur travail et ils sont très forts pour trouver des solutions en plus, que c'est vraiment eux qui peuvent trouver le plus de Mmh. solutions possibles, hein. Mais aujourd'hui, on leur parle pas de ce problème qui est un énorme problème, enfin, qui est une énorme problématique pour eux et c'est vrai. Mais aujourd'hui, un jeune éleveur qui se lance comme éleveur de moutons, s'il a pas mis dans sa tête qu'il allait avoir des loups et qu'il l'a pas mis dans les budgets qu'il va se faire pour sa ferme, donc comment il va créer son activité, Mmh. bah, ça va pas marcher, c'est pas possible. Mmh. C'est comme si aujourd'hui un guide de haute montagne, il se formait pas sur les avalanches. On lui disait pas qu'il y avait des avalanches. Ah bah et à un moment donné, il va y avoir un sacré problème. Mmh. Mmh. Heu Mmh. et donc nous, c'est vraiment le cœur de notre programme. On dit pas: «Soyez pour le loup, les éleveurs», Oui. on dit: «Il est là». Mmh. Qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour, qu'on soit contre, le loup est là, les moutons, ils sont là. Ces gens ont besoin de travailler et les loups, on va les laisser où ils sont. Faut trouver des solutions. Mmh. Voilà, donc nous, on se met autour de la table avec tous les gens qui ont de la bonne volonté, Mmh. qu'ils soient pour, qu'ils soient contre. Mmh. On veut juste trouver des solutions. Pour qu'essayer de cohabiter. Exactement et c'est pour ça qu'on a aussi donné ce nom à ce programme entre chien et loup. Alors il y a le mot chien et loup forcément, c'est très intéressant, chien de protection et Mmh. loup, mais entre chien et loup, c'est la période de la nuit où tout est gris. On Mmh. différencie pas un chien d'un loup justement. Mmh. Et gris, bah, ça rapporte plein de choses sur cette problématique. Déjà, le loup gris, c'est l'espèce que les le loup en France, c'est la couleur du loup et gris, c'est la couleur de la nuance Mmh. et le C'est ça. loup, c'est toujours tout blanc ou tout noir. Mmh. Soit, C'est clair, ouais. c'est l'animal miraculeux, soit c'est le diable. Mmh. En fait, c'est un animal comme les autres. Oui, bah, oui, non, mais Alors moi, j'adore, hein, c'est un animal que je trouve fascinant, mais c'est un animal comme un autre. Il faut qu'on le laisse tranquille, mais il faut qu'on apprenne à faire avec et qu'on trouve de la nuance et qu'on trouve des gens qui ont une position nuancée sur le sujet et ça sert à rien d'être, juste dire, d'avoir une position hyper tranchée sur le sujet. je Il suis d'accord. faut aller comprendre, il faut pour les gens très pro loup et ben, faites l'effort d'aller voir ce que c'est Exact. que de la vie avec les loups. On va pas vous dire soyez plus pro loup, on va juste vous dire, Vous se allez posez des questions, comprendre ouais, avant d'aller critiquer des éleveurs, ouais, qu'est-ce que c'est que parce que la peur, la détresse des éleveurs, elle est réelle mais bien sûr, là, c'est sûr. et ça, on peut absolument pas la nier. Mmh. Et pour les gens qui sont anti-loup, et ben, allez voir aussi que, bah, déjà, remettez-vous en question. Le loup, il a peut-être le droit d'être sur place. Enfin, aujourd'hui, on a choisi d'enlever des espèces, c'est quand même assez incroyable. Et il y a des endroits où ça marche très bien, il y a des endroits Mmh. où on arrive à vivre avec. Mmh. Et on voit, il y a des choses à faire. Et puis, de toute façon, même si vous êtes contre le loup, et ben, aujourd'hui, les éleveurs, qu'ils soient contre ou pas, il est là, le loup. Alors, Mmh. faut les aider. Il Mmh. y a pas le choix. Mmh. Je suis d'accord. C'est vrai que le programme est vraiment très intéressant dans la nuance et dans ce monde, comme tu disais tout à l'heure, qui est hyper polarisé. C'est vrai que c'est important aussi de remettre un peu l'église au milieu du village, tu vois? De Ouais, tout à fait et nous, les éleveurs, ils avaient très peur qu'on soit mais même, les administrations, les politiques locaux avec qui on travaille, qu'on soit très, très pro loup et ouais, qu'on ait pas de nuances et moi, j'aurais dit: «Bah, venez voir nos formations, oui, justement» ouais. et moi, c'est assez contre-intuitif, hein. Moi, le loup, je vous ai dit, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Aux bénévoles, pendant 3 jours, je vais leur montrer aussi tout l'envers du décor. Mmh. Parce que je sais que quand ils viennent, ils sont attachés au loup. Donc j'ai pas besoin de convaincre les bénévoles qui sont WWF que le loup, c'est un animal à préserver, qu'il faut préserver la biodiversité. Ils sont bénévoles au WWF. Je pars du principe que c'est un acquis. Mmh. Par contre, je me dis que, bah, ils connaissent peut-être pas ce que c'est que la réalité pour un éleveur Mmh. et que tant qu'on se met pas à la place de quelqu'un et qu'on vit pas ce qu'il vit, et ben, on peut pas comprendre les réactions, Je il suis peut d'accord. pas et aujourd'hui, assez bizarrement, j'ai moins de mal enfin, je suis plus à l'aise avec un éleveur qui me dit: «Moi, j'ai envie de tuer des loups». Parce qu'il s'est fait attaquer. Alors je dis pas que je suis heureux de ça et je vais essayer de lui faire changer d'avis, je vais essayer de venir, mais je peux le comprendre plutôt que quelqu'un qui me dit: «Ah mais moi j'adore les loups et je comprends pas les éleveurs, ils sont cons, pourquoi ils Ouais, protègent pas?» ouais, parce que en fait la personne qui dit ça, elle connaît pas elle n'est pas concernée par le exact. sujet en fait Mmh. et bien sûr que c'est malheureux qu'on tue des loups, mais en fait les éleveurs, c'est les seuls réellement concernés par cette problématique. Mmh. Donc il faut aller les comprendre et pour les aider, il faut les comprendre. Mmh. Je suis d'accord. Sur ces belles paroles, si tu veux bien, on va passer à la dernière partie, le dessert avec des questions un peu plus, sur tes opinions, un peu plus personnelles, avec des réponses un peu plus courtes. Si tu veux bien, première question, si tu as parlé un peu de ta passion pour les loups, pour la Mmh. biodiversité, imaginons, que tu devais te reconvertir, dans quel secteur tu t'aurais dirigé? Je me suis souvent posé la question parce que ça doit être une passion, c'est aussi épuisant parce que Ouais. c'est très conflictuel. Mmh. Donc je me suis toujours dit: «Ah, si j'avais fait autre chose?»
Je crois que même que l'attachement à la nature j'aurais pu travailler peut-être en tant que glaciologue ou quelque chose comme ça, Ouais, quand même, travailler sur l'écologie ouais, et sur l'environnement. ou dans le sport, OK, et dans peut-être, la physiologie du sport, l'accompagnement OK. d'athlètes, voilà, mais j'aurais quand même eu du mal de pas avoir un Mmh. sens avec l'environnement Ouais, bien et sûr. Et du coup, tu parles un peu de sport, tu as d'autres passions à côté? ouais, Tu fait je crois que tu fais du trail à vélo, enfin pas du vélo trail, mais des je ultra-distances en vélo, ouais, non? tout à fait. Je fais beaucoup de vélo depuis longtemps. Et depuis quelques années, je me suis mis, un peu avec mon frère à faire donc du gravel. Donc c'est Mmh. un peu le lien entre le vélo de route et le VTT et notamment de l'ultra distance et je débute un petit peu là-dedans et c'est assez chouette. C'est, une découverte de ses capacités mentales et physiques et d'aller pousser un peu tout ça Ouais. et de voir comment la tête, le corps réagissent. Et tu fait des courses du coup? Tu fait, Ouais, ça fait 2 ans que je fais une course qui s'appelle, Élévation Vercors. Alors c'est une cour enfin les courses d'ultra distance, ce qui est assez chouette, c'est que il y en a qui sont là pour gagner, mais la plupart on est là pour finir ouais, ouais, en même et il y temps. a une super ambiance, une super entraide et voilà, j'ai fait cette course dans le Vercors et qui fait donc pour les connaisseurs 250 kilomètres et 10 000 mètres de dénivelé. Combien? 10 000 mètres de Oh là, dénivelé, mais OK. en mode VT, enfin gravel, donc vraiment, off-road la plupart du Ah temps. évident quand même, hein? Pas évident. C'est très rigolo, j'ai fait ça avec mon frère depuis ces 2 ans OK. et Tu mets puis je vais combien de essayer temps? de cette année, on a mis 31 heures, hein, sans dormir vraiment, OK. voilà donc c'est puis en plus, c'est pile poil au début de saison d'alpage, donc c'est Mmh. pas évident, de mixer Oui. le plaisir et le boulot, OK. mais ça, c'est chouette, ouais. Tu as d'autres passions peut-être à côté? Bah, je fais pas mal de ski de rando OK. l'hiver, j'en fais un peu moins, mais je faisais de la photo, animalière notamment, OK. photo nature. Mmh. Mais ouais, les sports de montagne, pas mal et puis la nature de manière générale, Parce que là, tu es basé à Annecy, non, c'est ça? Non, je suis basé vers Chamonix, Chamonix, OK. j'habite à Sallanches maintenant et je rayonne en Haute-Savoie Bah, là. c'est un beau terrain de jeu pour le C'est un très beau terrain de jeu, mais c'est assez particulier. Il y a en même temps mon côté sportif aime bien parce que mmh. c'est et mon côté attaché à la nature est parfois frustré et un peu triste de cette surutilisation de la montagne. Alors Mmh. j'en fais partie, donc c'est assez particulier, mais c'est quand même moi qui habitais aussi un peu dans les Pyrénées, bah, justement, je fais beaucoup moins de photos animalières depuis que je suis dans les Alpes Mmh. parce qu'il y a toujours des gens, il y a toujours de Mmh. l'activité et que c'est plus la même immersion dans la nature et des fois ça me manque, Ouais. cette immersion dans la nature. Donc des fois je vais dans le Vercors voir des amis où je veux me remettre un peu dans un Mmh. endroit un peu plus C'est naturel. vrai que ouais. Les Pyrénées, c'est plus sauvage que C'est assez différent, c'est hyper beau, j'aime beaucoup les Alpes, hein, c'est ouais. incroyable, mais là il y a énormément de gens, énormément d'activités, donc c'est Mmh. pas la même chose. OK. Autre question, est-ce que tu aurais un livre, un documentaire, une ressource documentaire Ouais sur le loup que tu aimerais partager ou un autre sujet, hein? et ben, j'en ai plusieurs. En BD, je vous recommande de l'auteur Rochette, il y a 2 BD, un qui s'appelle Le Loup ou Le Loup et l'autre c'est La Dernière Reine. Donc le loup, c'est sur l'interaction entre un berger et un loup OK. et La Dernière Reine, c'est sur le dernier ours, du Vercors, qui a été tué dans l'entre-deux-guerres aussi et c'est les 2 et encore plus La Dernière Reine, c'est probablement ma BD préférée. Elle est incroyable. L'histoire est assez incroyable, ça mêle avec la 1re guerre mondiale, les gueules cassées, le dernier ours, c'est les dessins sont incroyables pour ceux qui connaissent Rochette qui a fait aussi Elle froide. C'est vraiment magnifique. Dans les BD qui m'ont marqué jeune Mmh mh. aussi, c'est Buddy Longway, OK. pour ceux qui connaissent, c'est un trappeur, dans le Far West américain, on va dire, de cette époque-là, et un trappeur qui fait son activité, qui a son interaction avec les Amérindiens et c'est hyper chouette, enfin vraiment moi ça m'a fait rêver, petit. Mmh mh. Hem Et en film, il y a les 3 films, la trilogie de Jean-Michel Bertrand sur le loup, La Vallée des loups, Marcher avec les loups Mmh. et Vivre avec les loups, qui sont très, très chouettes et le troisième notamment, bah, présente exactement ce qu'on fait, il est allé voir, justement Pastoral Loup notamment, OK. hyper chouette. Il est disponible sur des plateformes, je sais pas, où faut Ouais, l'acheter, en VOD, OK. facilement, je pense qu'il se trouve, OK. donc de Jean-Michel Bertrand et le dernier, c'est un téléfilm de France Télévisions qui s'appelle Naïs au pays des loups. Alors je saurais pas dire qui l'a fait. Mais ça fait, une cinquantaine de minutes et c'est, un papa quand il a une petite fille, se jure qu'avant de rentrer en maternelle, elle aura vu des loups. OK. Ça se passe dans les Alpes et c'est, française et c'est hyper émouvant et c'est un peu je dirais la naïveté d'un papa qui se dit: «Bah, je vais emmener ma fille faire des affûts» Mmh. et forcément, bah, toutes les complications d'emmener un enfant qui a 2 ans faire des affûts, la peur et puis en même temps les images merveilleuses qu'elle voit et moi, il m'a assez, bouleversé comme, petit téléfilm. C'est
très, très beau et je me dis: «Waouh, cette fille, c'est incroyable». Elle part avec des OK. acquis dans sa vie parce qu'elle aura vu des sacrées choses à 3 ans. Mmh. Ouais. Je note ça dans ma besace, ça me donne des idées, pour passer le temps. Si tu as peut-être une personnalité, qui t'inspire sur les questions environnementales, les questions biodiversité, avec qui tu aimerais dîner? Ce serait qui Et et ben, pourquoi? je pense que je vais rester très corporate Ouais. et je pense que ça serait notre ancienne présidente qui est maintenant présidente d'honneur, Isabelle Autissier. Mmh mh. Déjà parce que je l'ai juste croisée, mais j'ai pas eu l'occasion de beaucoup lui parler. Mmh. Que c'est quelqu'un, qui me rendait très fier, quand elle était présidente et même présidente d'honneur. J'étais Mmh. très fier de dire que notre présidente, c'est Isabelle Autissier, Mmh. notre présidente d'honneur parce que je trouve qu'elle a une personnalité, hyper intéressante. Elle a fait un podcast qui est je sais pas du nom du podcast, mais qui est hyper chouette où elle parle de ses combats écologiques, OK. pourquoi elle est devenue présidente du Mmh. WWF, son aventure humaine, la course au grand large, Mmh. qui était C'est quoi un navigatrice. peu son histoire, Et c'est, une navigatrice qui a fait le Vendée Globe, qui a vécu des histoires assez folles pendant le Vendée Globe, notamment et qui a un gros engagement écologique. Et ouais, c'est du peu de ce que je connais d'elle, c'est quelqu'un qui a l'air vraiment assez épatant et j'aimerais vraiment beaucoup du coup discuter avec elle, OK, et pouvoir manger avec elle un jour, ouais. Parce que intéressant. mon papa, m'a toujours parlé mon papa Ah est oui, OK. navigateur Ah, il la connaissait? et donc pour lui, Isabelle Autissier, c'est un Ah peu un OK. mythe aussi, Bah, c'est fou que et je tu pense que quand il a su que je revenais au WWF et que la présidente c'est Isabelle ouais, il y Autissier, avait il une était certaine hyper fierté. fier. Il était Ouais. jaloux quand je l'ai rencontré. La première fois que je l'ai vu, je pense qu'il lui aussi il aimerait bien ton repas. Ah, c'est drôle. OK. Est-ce que, au quotidien, tu te considérerais comme quelqu'un d'éco-anxieux? Comment tu fais un peu pour, pallier à cette éco-anxiété? Ouais, c'est pas évident. Bah, Ça ouais. devient plus que éco-anxieux maintenant, ça devient, Bah, surtout avec tous les reculs, anxieux, sur plein d'autres sujets. mmh. Ouais, non, je me définis comme éco-anxieux. Bah, c'est pas trop à la mode d'être écolo aujourd'hui, hein. Non, ouais, ouais, c'est pas trop le mode des démocrates, j'ai l'impression d'être, ouais, non, c'est pas évident, c'est pas évident quand on travaille dans une ONG de protection de la nature et qu'on a un peu des rapports, alors moi, je suis pas dans ceux qui travaillent dans le changement climatique directement et je sais pas trop comment ils font parce Mmh. que, bah, ceux qui de leur boulot, c'est d'essayer d'influencer les politiques publiques et qui se prennent des portes fermées constamment, ça doit être très dur à vivre. Mmh mh. C'est pas évident, ouais, il y a des moments où on perd pied un peu et ça donne le vertige. Et puis heureusement, il y a des moments, ça permet on arrive à se motiver, à rencontrer des gens incroyables Mmh. mais c'est pas facile Mmh. et je pense que c'est une question sur chez beaucoup de jeunes aujourd'hui, et c'est une préoccupation qui grandit. Alors je pense que c'est bien qu'elle grandisse, Mmh. c'est triste que ça soit une anxiété et que ça Mmh. empêche de vivre et que ça pu il y a des gens qui sont traumatisés par ça vraiment. Mmh. J'en suis pas à ce niveau-là, mais ça me questionne énormément en tout cas. Mmh. Je suis d'accord. C'est vrai que ça fonctionne un peu par phase. Moi, je parlais un peu de mon cas, mais par moment, on se dit: «Oh bah, tout est foutu, ça sert à rien ce qu'on Mmh. fait». Des fois, vu qu'on travaille dans bah, dans l'environnement, dans l'écologie, on se dit: «C'est aussi notre moteur qui nous fait Mmh. aussi lever le matin et qu'on se dit: "On va peut-être changer les choses", cet espoir». Mais c'est vrai que c'est un peu des phases et des fois, c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, 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 c'est dur de pas perdre espoir, de pas il y a moi, il y a souvent, je me dis: «Mais, est-ce que j'aurais tout fait pour, faire changer?» Et je me dis: «Mais comment faire?» Et ouais, je suis impressionné quand tu vois, Mmh. des gens comme Greta Thunberg, ça qui je me dis: «Heureusement qu'il y a des gens comme ça qui ont Mmh. des capacités incroyables de se lever et de dédier leur vie». Et ouais, par contre, moi, il y a des choses qui me font mal, c'est quand on parle d'éco-terroristes, des gens qui se battent pour le bien commun et qu'on ose mettre le mot terroriste là-dessus. Mmh. C'est vraiment des choses qui me traumatisent, quoi. Mmh. Et je trouve ça fou qu'on parle pas de terrorisme pour les gens qui, à l'inverse, polluent et qui vont, voilà, aujourd'hui, on a des gens qui sont prêts à se gluer la main sur le goudron et à se faire rouler dessus parce qu'ils sont terrorisés pour notre avenir et on les traite de terroristes, ces gens-là. Ouais, Ça me mmh, ça me ouais, c'est c'est possible. dur à accepter, à vivre et d'entendre des gens les critiquer Mmh. ouvertement ou parce qu'il y a des gens qui vont interrompre un match de foot pour parler bah, de la planète qui brûle et ils vont se faire insulter et Mmh. ouais, j'ai l'impression que des fois on rationalise mal nos priorités, Ouais, c'est clair. et pourtant j'adore le tennis, hein, mais il y a des moments, Ouais, ouais, je suis d'accord. Est-ce que toi, au quotidien, tu as changé un peu tes habitudes de consommation? Je sais pas, tu manges moins ouais, viande? bien sûr, j'ai eu plusieurs phases de prise de conscience dans ma Mmh. vie
Chacun a son rythme. Moi, ça a été en master en écologie où je me suis dit, non, mais attends, je suis en master en écologie, je peux plus aller manger chez McDo, c'est pas possible. Et après, et puis j'ai fait par phase. Et au confinement, j'étais confiné avec des potes qui étaient végétariens. Je me suis dit, bon, en fait, 2 mois, très bien. On a fait végétarien, puis je suis resté végétarien. En grande partie, ça m'arrive de remanger un peu de viande. Quand je suis chez des éleveurs, je mange leur viande parce que j'ai plaisir à le faire. Mais moi, personnellement, j'achète plus de viande et j'en consomme plus chez moi. Mmh. J'ai un énorme dilemme avec le fait de voyager et de vouloir prendre l'avion, donc j'essaie de pas le faire. J'ai fait de le faire une fois sur les 7-8 dernières années. J'ai fait un voyage OK. et ça m'a retourné le ventre de le faire. Mmh. Et en même temps, j'ai accepté, en même temps, j'étais pas bien Ouais, et c'était horrible ouais, parce que j'étais en pleine dissonance cognitive ouais, entre ouais, c'est ça. la terrible envie d'aller voir ailleurs, d'aller voir d'autres cultures, d'autres mondes Mais en même temps et l'avion. contribuer, Voilà. Et c'est pas évident. oui. Il y a des fois, je me dis: «Oh, si j'étais né, vraiment que j'en avais rien à faire de l'écologie Oui, et non, c'est tout, sûr. Et tu bah, la vie, elle serait, elle ouais, serait plus facile. bizarrement plus simple». Non, mais voilà. Non, mais oui, non, Non, je c'est suis vrai. très heureux d'avoir ces convictions-là, Oui. mais c'est pas évident à vivre tout le temps. Mmh. Et mais ouais, j'essaye bien sûr Et de aussi pour faire, ses proches, sa famille, enfin même ses ouais, relations. ouais, ouais, tout à fait. Et puis il faut essayer d'inciter les gens, maintenant sans plus non plus juger, chacun a son Mmh. rythme. Ouais, Mmh. c'est pas évident, c'est pas Ouais. évident. Des fois, tu as l'impression d'être l'emmerdeur de service à Ouais, non, appeler les mais choses. ouais. Puis des fois, il y a des gens qui sont plus que toi qui t'emmerdent, tu dis: «Ah oui, bon, merde, je sais plus où te situer», mais moi, je suis admiratif des gens qui font des sacrifices encore plus grands que ce que je fais parce qu'il y en a qui sont, mais je trouve ça chouette. Et en fait, je trouve ça fou qu'on valorise pas les gens qui sont devenus, végétariens, véganes, qui prennent plus l'avion et qu'on les dise que c'est des extrémistes. Ouais. En fait, ils sacrifient quand même pour le bien commun, quoi. J'aimerais Ouais, bien qu'on les reconnaisse un peu plus des fois. complètement d'accord. Dans le même cas. Hem, Peut-être si tu peux revenir, sur un des moments forts, que tu as vécu à travers le programme, peut-être revenir sur une anecdote que tu as, je sais pas. Tu as parlé aussi du berger tout à l'heure d'un bénévole qui est devenu berger. Ouais, bah, il y en a plein des moments forts, c'est dur à choisir. Alors il y a le moment le plus dur qu'on ait vécu, c'est quand, bah, justement, il y a eu un loup qui a été tiré, sur un troupeau parce qu'il y avait eu une attaque. Et quand on s'est je me rappelle, je travaillais pas ce week-end-là, mais j'étais au téléphone en permanence parce que je savais qu'il allait avoir ce tir. Et alors en plus j'avais bu quelques bières ce soir-là et j'ai fondu en larmes. Quand j'ai su qu'il y avait celui j'ai pleuré toutes les larmes de mon OK. corps parce que ça a été une sorte de sentiment d'échec, Mmh. et ça a été hyper dur à vivre. Heureusement, donc il y avait ma collègue qui était sur place, on avait un bénévole aussi, qu'on connaît très bien, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça a été hyper dur à vivre pour lui aussi, il s'est senti responsable. Mmh. Et je pense qu'on est des gens très sensibles. Moi, je suis quelqu'un de très sensible et ça a Mmh. été vraiment un moment traumatisant. Heu, mais voilà, mais on a eu aussi des super beaux moments. Cette année, un éleveur qui nous a dit, enfin à des Montagnes, donc au moment où on descend le troupeau, il y avait toute sa famille. Et chaque membre de sa famille nous a dit: «Mais c'est la première fois qu'on voit le troupeau aussi beau, les moutons aussi beaux, les chiens en aussi bonne santé», Mmh. et il nous a dit: «Mais moi je vais vous payer, je vais vous faire un don», je disais: «Non, non, c'est gratuit, faites sans souci, moi je vais vous donner de l'argent au WWF pour ça parce que». Ah, c'est vrai, c'est bien. Et en fait ce moment, enfin voilà, s'est dit: «Mais si, 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 en fait, on est trop content de ce que vous avez fait». C'était ouais, et quand tu as les différents membres de la famille qui te le disent tous, mais qui voient les moutons et qui disent: «Mais ils ont jamais été aussi beaux que cette année». Ouais, c'est chouette, Ouais. que les chiens, enfin voilà, on voit qu'on les a aidés. Une éleveuse qui nous dit, bah, que quand il y a les bénévoles, elle dort la nuit, Mmh. et que ça change la vie. On a des éleveurs qui nous ont dit qu'ils étaient contents que le loup ait mis le WWF sur leur chemin. Alors que c'est des gens à la base qui étaient vraiment contre le loup. Mmh. Et en fait, ils nous ont dit: «Bah, nous, on n'aurait jamais, osé parler aux gens, en fait. Mmh. On parlait pas aux gens». Et on a appris ce que c'est que parler avec d'autres gens, en fait, et Mmh. voir que, bah, ouais, il y a des gens, d'un monde totalement différent qui sont prêts à nous comprendre et à nous aider. Donc tout ça, ouais, c'est des belles histoires. Bah, c'est là où on se rend compte que tu dois te dire: «C'est pour ça que je me lève le matin», c'est la gratitude, enfin, Ouais, 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 je tout à pense que c'est fait. important aussi. Ou même, bah, le donateur Philippe Poncin, d'avoir des gens qui ont de l'argent et qui, en fait, une passion. C'est un monsieur, il est venu, comme chaque bénévole, il a fait la formation, il est venu participer, et c'est un monsieur, si je crois, tu veux pas savoir que c'est lui qui finance le programme. Mmh. Il est très humble, très simple et c'est un monsieur qui est fantastique. Et cette rencontre, elle est assez incroyable. Et ouais, non, voilà, il y a vraiment des rencontres humaines vraiment vraiment chouettes dans ce programme. OK, trop bien. Avant de terminer, j'ai un petit jeu pour toi.
Allez. En gros, je sais pas si tu connais le système de bracket. Ouais. En gros, c'est des matchs, on va faire des duels, par Ouais. exemple des huitièmes de finale jusqu'à arriver à une finale. Allez. À chaque fois, tu dois choisir entre 2, lequel tu préfères. Ouais, c'est parti. Alors, premier match, éleveur ou chasseur? Éleveur. Ouais. Tu sais que les éleveurs, il y a enfin, les chasseurs ont un peu une relation, enfin, les éleveurs et les chasseurs ont une relation qui est pas forcément, Ouais, bah, là encore ça il y a de tout, dans chaque, Ouais. position, hein. Mais, la relation entre éleveurs et chasseurs est pas toujours, facile et les chasseurs ont bah, encore une fois on dit les chasseurs et moi je connais des gens, très chouettes et on va pas refaire le sketch du bon ou du mauvais chasseur. Ouais. Mais, la position en tout cas de la Fédération nationale de chasse sur le sujet ou des instances de la chasse est à mon avis très critiquable, et finalement c'est pas vraiment eux qui sont concernés mais voilà, ça peut être compliqué. Nous on a des éleveurs qui ont beaucoup de problèmes avec, certains chasseurs, bien Mmh. sûr pas tous, notamment autour des chiens de protection, OK. voilà, c'est pas toujours, mais on en a aussi qui viennent aider, qui font du travail pour aider les éleveurs, donc il y a de Ouais. 2e combat, Alpes ou Pyrénées? oh là! Ça y est, c'est Aïe, sérieux aïe, tout de aïe, là, suite. ça Ouais, je vais être obligé de dire Alpes, vu dans les Alpes, mais OK. aïe, Ah, aïe, aïe. ton cœur balance aussi. Les Pyrénées sont quand même, Ouais, c'était dur. Alors, Cangal ou Patou? pas tout. Patou. Chèvre ou, mouton? Chèvre. OK. Alors de l'autre côté, on a randonnée ou trail? Aïe, aïe, aïe. J'aime mieux le trait, mais je me blesse plus souvent en trait, mais je vais dire trail. Trail, allez. Ours ou loup? Ah là là, je la redoutais celle-là. Ouais. À la base, le loup, c'est mon animal fétiche. Mmh. Vraiment, mais je crois que maintenant je vais dire ours parce Ah oui! que Ah, j'aurais pas dit ça, tu vois? bah, moi non plus, mais OK. non, en fait, tout simplement, j'ai vu des ours et du loup dans ma vie et quand j'ai vu un ours, je me suis dit: «Waouh, j'ai vu un ours». Quand OK, j'ai vu un loup, je ouais, me suis dit: «C'était un loup ou c'était un chien?» ouais. C'est moins impressionnant peut-être? Ouais, quand tu vois un ours, c'est un en fait, quand tu vois une trace d'ours, quand je travaillais en Ouais, Grèce et je voyais des traces d'ours dans la forêt, je me disais: ouais, «Non, waouh, il y a un machin qui est vraiment plus gros que moi dans la ouais, forêt» ouais. et ça me Mmh. mentalement, ça me surexcitait. J'étais en état de me dire: «Oh, mais c'est incroyable qu'il y ait ces animaux dans la forêt» et en fait, comme il y en a pas dans les Alpes, Mmh. ça reste pour moi un niveau ouais, ça me fascine. Enfin, Mmh. d'y avoir on n'a pas plus gros, enfin, nous, on n'a pas des énormes animaux et notre plus gros qu'on peut savoir, c'est l'ours et quand je suis dans une forêt et que je sais qu'il y a des ours, Mmh. beh, tu es un peu aux aguets et je trouve ça fou. Ouais, ouais. Ça me fascine Bah, et j'adore les loups, hein, bien sûr, mais on en parlait avec, bah, justement avec Florian Fiquet, Flo Climatrix sur Instagram, qu'en gros, quand il était en Ariège dans les Pyrénées, ouais. le fait de potentiellement voir un ours, ça a donné une autre dimension à la Ah ouais, rando, ouais, mais quand tu me dis: «Il y a des ours dans cette ouais, forêt», parce ma que journée est ouais, réussie. Je me balade et je me dis: «Mais waouh, il y a un ours potentiellement par là» ouais, et mmh, j'adore ça et puis ça et ben, mine de rien, c'est alors pour le coup, l'ours, il y a un tout petit peu plus de risque pour l'homme, mais ça ramène un petit peu de ce truc, bah ouais, il y a un machin qui est plus mmh, gros que moi dans la mmh. forêt et s'il y a baston, il est plus fort et bah, ça te ramène un peu à ouais, on est que nous quoi Ouais. finalement, et ouais, j'adore et quand j'étais en Grèce, bah, j'ai eu cette quête de trouver l'ours, de le voir et c'était incroyable quoi. OK, prochain match, gros match encore. Fondue ou raclette? Oh là! Ih, Aïe, aïe, aïe! Allez, fondu! aïe, aïe, aïe. OK, la raclette qui s'arrête en huitième. Après, dernier match, WWF ou OFB? Je dirais WWF. Allez, on continue. Mais je souhaite que l'OFB, puisse continuer et que surtout l'État, ne lâche pas, c'est dramatique que l'État essaie de lâcher l'OFB, en tout cas avec une partie des politiques, Ouais. voilà. On veut toujours plus, de police, mais pas pour l'environnement et Mmh. c'est terrible. On est en quart de finale, éleveur ou Alpes? Ah! Alpes, Aïe, aïe, aïe. D'accord. Patou ou chèvre? pas tout. Ensuite, trail ou ours? Ours. Ah, c'est pas dur là. Ah, c'est pas dur. Alors fondu ou WWF? Ouais, fondu, on va quand même pas faire passer le travail devant la Ah! fondue. Ah là là. Je suis en train de penser à quand il y avait raclette ou fondue, je pensais à Aymeric Lompré qui aurait hurlé si j'avais dit, si j'avais que je dise fondue et pas raclette. Pour ceux qui le connaissent et son amour visiblement pour la raclette. Ouais, c'est clair. J'ai vu son dernier spectacle. Ah j'adorerais le voir. Très bien. Vous l'avez pas ça. Demi-finale, Ouh là. Alpes ou Patou? Aïe, 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 aïe. C'est évident, hein? Je vais dire pas tout. Patou. Ouais, Allez, ouais, je sens la c'est finale. vraiment des fous. Autre demi-finale, ours ou fondu?
Je vais dire ours. Aïe, 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 aïe. Ça y est, ours. Et on se Et là, retrouve à des- on eh, se c'est pas retrouve- beau quand ouais, même. mais Patou, le c'est- chien des Pyrénées qui est là c'est pour que, défendre la tête justement, d'ours. quand j'ai fait le bracket, j'ai fait exprès de mettre pas les mêmes, sur le même chemin. Donc, en gros, la grande finale, Patou ou ours? Qui c'est qui gagne contre les deux? Ah, Ça va être lequel tu l'ours. préfères? Ça va être l'ours. Ours. Voilà. Le grand gagnant, c'est l'ours. Putain, j'aurais pas dit, je pensais que ça aurait été le loup qui allait Ouais, jusqu'à. ouais, mais tu vois, ça s'est un peu inversé dans ma. Ok. Non, mais le loup, forcément. Mais comme je travaille plus directement sur l'ours, Mhm. il y a peut-être un peu plus de fascination encore Ouais, maintenant. plus Et, d'inconnus, et puis, moins confronté à lui. mais bon. Ok. Mais bon, Bah, c'est mon déjà. cœur reste très attaché au loup, attention. Hein. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bah, merci en tout cas, Mel, d'avoir accepté l'invitation. Et pas avec plaisir. Et puis, dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2026, pour le WWF, pour le programme? Et ben pour le WWF, le programme, déjà si on pouvait avoir le financement du programme Life, ça serait super parce que ça nous garantit 5 années pour continuer. Et puis ce réseautage entre différentes structures européennes, ça serait très 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 chouette. Vraiment, chouette qu'on puisse aider de nouveaux éleveurs et avoir encore des bénévoles qui viennent et que ça se passe bien. Un peu moins de pluie en juillet, ça serait bien par rapport aux fins de saison. Ça serait chouette pour les bénévoles. Et puis voilà. Ok, bah très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je remercie aussi la Climate House qui nous a prêté les locaux. Merci à eux. Et puis, si vous voulez vous engager pour le WWF, n'hésitez pas à vous inscrire sur Internet, à y aller. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci Maël. Et puis, Merci à à toi. bientôt. Merci à tous. Ciao. Salut.